Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un bonheur de vous accompagner. Ce matin sur Info Télévision, Espace Minet prend son envol pour cette troisième livraison de la semaine. On aura encore l'occasion de marquer un arrêt majeur sur un sujet qui mérite cet arrêt. On parle de gouvernance au Cameroun en questionnant l'implication des jeunes. On parlera également ce matin de plusieurs autres sujets, notamment à travers la dénonciation qui reste et demeure une affaire de Bernard Basson dans le cadre de cette émission. Et bien sûr notre revue de presse qui nous sera livrée ce matin par Bernardine Nga. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonjour au panel qui nous accompagne pour la circonstance, en rappelant toutefois aux téléspectateurs qu'un code d'accès reste disponible pour vous connecter à cette émission, le 6 99 13 50 75. N'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle, le 237, c'est pour vous qui êtes hors de nos frontières, et Dieu seul sait que vous êtes très nombreux à participer à ce programme. Et bien sûr, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun, c'est pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique au Cameroun et dans le monde, vous avez le bonheur et l'opportunité d'être connecté à ce programme. Une fois que je l'ai dit, je me dis bonjour à Parfait Ongene, il est conseiller régional pour la région du Sud. Et c'est un plaisir de l'avoir ce matin. Bonjour, mon conseiller. La trajectoire n'a pas été compliquée. Bienvenue. Oui, bonjour Rosalie, bonjour à mes co-panélistes, bonjour au président du Conseil régional du Sud, M. Vélemba, qui a réussi le 12 mars dernier à mobiliser tous ses collègues du Conseil régional à voter pour les listes du RDPC dans la région du Sud. Et au regard des résultats que le Conseil constitutionnel a bien voulu proclamer à la faveur du RDPC, on se rend bien compte qu'il a fait du bon travail. Le message est passé, la pertinence et l'objectivité de son message, y compris la lumière que dégageait ce message, a bien permis aux conseillers régionaux de voter pour le compte du RDPC. Donc je pense c'est lui qui vous a dit que vous deviez voter quoi? Non, c'est pas lui qui nous a dit, mais c'est le capitaine en chef. Vous savez, lorsque le capitaine donne une orientation, c'est une motivation supplémentaire qui vient davantage convaincre parfois ceux qui peuvent être un peu réticents sur certaines questions. Il y en a toujours des réticences. Qui de voter pour le RDPC, c'est une grande victoire. Je pense que ça ouvre là le chemin sur l'avenir de la décentralisation. C'est un mandat de plénitude qui va permettre au Sénat effectivement de jouer pleinement son rôle, le rôle de représenter les collectivités territoriales décentralisées et donc de promotion du développement local à travers les outils que nous avons déjà, que sont le conseil régional et les communes. D'accord. Donc ce sont de belles perspectives et je pense que sur ce coup, il faut saluer l'implication du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui en déroulant cette vision en 1996, les gens avaient cru que c'était une utopie, c'était une chimère. On se rend compte aujourd'hui que des années plus tard, la décentralisation est en train de prendre corps, elle est en train de se déployer, de se dérouler, de s'approfondir. Elle est en train de donner des espoirs à la jeunesse, au peuple camerounais, surtout au développement local. Donc nous disons encore à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, merci beaucoup Monsieur le Président, et réitérer certainement ce que tout le monde pense, c'est que son bail ne doit pas connaître l'interruption de sous peu. Son bail doit se poursuivre en s'intensifiant sur les années à venir pour que le projet hautement stratégique et visionnaire qu'il a aujourd'hui, il doit se représenter en 2025. Il ne doit pas seulement se représenter, il doit poursuivre son mandat en 2025. Parce que représenter, c'est comme si cela venait simplement de lui. C'est un appel fort, impressionnant du peuple camerounais, des militants du RDPC, et donc de ceux qui pensent que sa vision politique doit continuer à s'implémenter de manière stratégique, opérationnelle, pour le bien-être de tout le peuple camerounais. Merci, Parfait Ongene, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Bonjour, Renaud Eboto. C'est un bonheur de vous avoir ce matin. On le rappelle, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes également analyste politique. Des expertises qui nous seront de grande utilité ce matin. Merci d'avoir accepté. Merci à vous de me faire l'amitié de m'inviter ce matin. Je voudrais présenter mes hommages au directeur général de cette télévision qui est endeuillé et également rendre un hommage à un homme politique, à un homme d'affaires très prospère dans le domaine du cacao, Jean-Bernard Ndongue-Somba, qui est décédé récemment. Il me semble que c'était le président de la majorité LDPC à l'Assemblée nationale du parti de mon co-discutant.
C'était un grand homme. J'estime qu'on n'a pas suffisamment fait de portrait de ce monsieur. Donc, j'envoie donc toute ma sympathie à sa famille nucléaire et également à sa famille politique. Ça me rassure. J'ai cru que vous vouliez nous offrir son portrait ce matin. D'accord. Non, je ne vais pas. C'est juste pour sourire. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, je vais me consacrer à mes sucres. Je commence par Pierre Blériot-Niémec, consultant attitré, incontesté de ce programme que je retrouve encore ce matin avec beaucoup de plaisir. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour Rosalie, bonjour à mes co-discutants. Je ne vais pas dire toute la souffrance que j'ai eue à écouter le discours RDPciste. Ceux qui me connaissent savent que j'étais comme assis sur des épines. J'ai souffert, de beaucoup de torticolis. Je m'en suis sorti. Je salue nos nombreux téléspectateurs et je leur envoie le message de ne pas écouter ce genre de litanie parce que le RDPC, avec Biya à la tête, souhaitait que Biya se représente n'est ni sérieux ni honnête. Mais bon, je crois que si les leaders ont habitué, je vais être un peu taquin, ont habitué les courtisans à dire ce genre de choses, il faut que Biya dise aux Camerounais que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'implication de la jeunesse dans la gouvernance. Quand on va déjà vers 100 ans, continuer à penser que c'est eux qui doivent nous diriger, c'est dangereux. C'est dangereux. Quel âge a Dieu? Dieu a un jour. Biya en a plus de 90. Alors, vous verrez donc, un RDPciste vient de me demander quel âge a Dieu. Les Bassa disent « c'est-à-dire la parole ne vient pas de près ». Ça veut dire qu'en fait, de manière subliminale, il compare Biya à Dieu. Parce qu'il voulait voir l'âge de Biya et l'âge de Dieu. Mais Biya est très loin d'être comparé à Dieu. Donc Biya va se retirer avant 2025 et permettre à la jeunesse de prendre le pouvoir. Il faut le souhaiter. Il faut souhaiter que la jeunesse prenne le pouvoir. Il faut commencer à le dire, à lui dire que Biya, il faut que tu te retires et que la jeunesse prenne le pouvoir. Si on ne le lui dit pas, il va penser que ce que mon co-panéliste vient de dire est vrai, alors qu'il ne lui dit pas la vérité. Donc il faut lui dire que Paul Biya, c'est bon, il faut que tu te retires et que les jeunes prennent le pouvoir. Avec le temps donc, d'ici 2025, il va bien nous écouter, il va nous faire plaisir. Merci d'être là encore ce matin, Pierre Blériot-Niémec. On va à présent dire bonjour à Bernard Bassong, qui est également avec nous. On le rappelle, invité permanent de ce programme. Il est à la base juriste et c'est toujours un plaisir de l'avoir en jaune poussant ce matin. Bonjour Bernard. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que toi aussi, bonjour, tu respirais. Rosalie. Bonjour à nos milliers et millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Je reprends mes esprits. Parce que lorsque vous écoutez un jeune dire que quelqu'un de 90 ans devrait se représenter aux élections, dans 2 ans, vous êtes quand même assez choqué. Dans un pays dans lequel le climat social est aussi délétère, dans un pays dans lequel la politique économique est aussi diluée, dans un pays dans lequel l'espoir a foutu le camp, dans un pays dans lequel des milliers de jeunes traversent la Méditerranée à recherche d'un avenir meilleur et finissent par mourir, dévorés par des animaux sauvages ou noyés dans la mer, dans un pays dans lequel il y a toutes sortes de barbaries, de violences, de crimes, de saletés, d'ordures, vous vous demandez quand même comment est-ce qu'on ne peut pas espérer que des personnes beaucoup plus fortes, dynamiques, ambitieuses et entreprenantes prennent les rênes. Donc c'est assez choquant, c'est insultant, c'est méprisant, c'est dégradant pour le Camerounais moyen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est nous mettre davantage au travail, retrousser les manches et puis mettre les bottes pour aller au four et au moulin, pour rééduquer les jeunes Camerounais, pour leur faire comprendre que l'avenir leur appartient et non à ceux qui ont travaillé avant. D'accord. Une fois cela dit, je voudrais dire qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des nuages. Vous savez, le capitalisme, c'est le particulier qu'il met en place une batterie d'éléments pour davantage capitaliser et viabiliser les choses. Donc, depuis quelques années, la Chine, notamment en tête du classement, a développé une politique de contrôle
une politique de contrôle de la météo. Donc désormais, il est possible, à travers certains éléments, de provoquer des pluies pour des besoins agricoles, mais aussi de couvrir le soleil lorsqu'il se fait trop intense dans certaines localités. Donc il est important de comprendre que voilà, la nature commence à devenir complètement chamboulée pour des besoins capitalistes et économiques, et il est important de la préserver de façon substantielle. Voilà qui est dit. Notre ami Basson a réussi à trouver la grande importance des nuages en ce moment. Non. Raison de plus pour les célébrer. C'est leur journée. Il fallait leur rappeler que sans les nuages, on n'a pas de pluie, on n'a pas un climat propice à la culture et tout le reste. Donc, de temps en temps, on doit bien se rappeler qu'il y a les nuages au-dessus. Mais ce que je déplore, c'est justement la volonté et la capacité, c'est parce qu'on ne peut pas faire une émission dessus, qu'ont certaines personnes à manipuler, à contrôler les nuages et donc le cycle des mouvements des nuages. Puisqu'aujourd'hui, à travers des éléments... Évolue. Oui, des éléments carboniques et des éléments liés à l'azote, on peut provoquer des montées d'air qui vont refroidir les nuages, les rendre beaucoup plus glacés, et d'autres produits également qu'on balance pour que cette glace-là se fond, que ces glaces-là fondent, et donc ça fait naître des précipitations. Donc c'est beaucoup plus le cas en Chine, qui dans des zones dans lesquelles il y a de très vastes cultures, on crée des nuages artificiels, et on crée des pluies artificielles pour des besoins de culture. Ce sont ces gens-là qui nous détruisent le Je crois justement, donc je dénonce justement cette surutilisation des éléments naturels. La force éternelle a programmé son affaire, et puis vous vous levez un matin, vous dites ici il va pleuvoir, là-bas il ne pleut pas, ici il pleut un peu, là-bas il pleut beaucoup. Ici il fait chaud, on fait monter les nuages, on les noircit pour couvrir ça dérègle tout, et après on paye le prix. Voilà. Quand il veut faire chaud aujourd'hui, j'ai envie de marcher nu. Et quand il décide de faire froid, j'arrive pas à mettre le pied hors de ma maison. C'est compliqué, alors qu'avant, on manageait le tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bien se passer. Le père, là, c'est souvent réglé tout. Il va les faire disparaître après. On va retrouver notre bon climat. Voilà, le décor est planté. À présent, on va prendre une petite transition et on va accueillir Bernardine Nga pour le premier arrêt de ce programme. Et c'est la revue de presse. Il importe tous les matins de prendre le ton de ce que nous proposent les tabloïds parus dans l'ensemble du triangle national. Et ce matin, ce sera la responsabilité de Bernardine Nga de nous livrer les unes de ce matin. Bonjour Bernardine. Bonjour Rosalie, bonjour à tout le panel, bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. On appelle ça le bleu azur. Le char très détendu au bord de la plage. Alors qu'est-ce que les tabloïds nous donnent ce matin comme information? Voilà, la revue de presse de ce matin sur Espace Miné. On ouvre comme ça avec Info Matin, le quotidien de Dieudonné Mveng qui parle des obsèques de Ndongo et Somba dans soumettre à l'abattoir. Désigné comme président du comité d'organisation des funérailles du député RDPC, le ministre chargé de mission à la présidence de la République, fils de l'Aléquier et proche du défunt, fait l'objet de contestations par une certaine élite. Contrairement à ceux qui voient une ambition de ravir le leadership politique du département, l'ancien DG de l'ENAM justifie son statut par le sens des valeurs dont l'amitié, la loyauté et la fidélité qu'incarne le parlementaire. C'est à voir en page 3 du quotidien de Dieudonné Mveng. Ce même quotidien, en page 4, nous parle du football. Le Cameroun dans le noir. C'est donc à lire en page 4 du quotidien de Dieudonné Mveng. Cameroun Tribune ce matin nous parle également de la même actualité éliminatoire de la CAN 2023. Les Lions indomptables encore piégés. Après sa défaite hier contre la Namibie en Afrique du Sud, 2-1, l'équipe du Cameroun occupe désormais la deuxième place du groupe C et devra attendre la dernière journée qualificative en septembre prochain contre le Burundi. C'est à voir de la page 28 à la page 29 du quotidien Cameroun Tribune. Le jour d'Aman Mana ce matin nous conduit dans les villes de Garoua, Bafoussam et Banganté où la pénurie du carburant se généralise. C'est un grand reportage à lire de la page 2 à la page 3 du quotidien Le Jour. Ce même quotidien nous parle également du football. Mardi noir pour les sélections nationales. C'est à voir de la page 9 à la page 10 de ce quotidien. La nouvelle expression ce matin parle également de la Côte d'Ivoire 2024. Lyon ballottage défavorable.
Battu par la Namibie lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2-1, les Lions indomptables du Cameroun viennent d'hypothéquer leur ticket pour la Côte d'Ivoire. La qualification de l'équipe nationale est désormais incertaine. C'est donc à voir à la page 5 de ce journal. Mutation, parution de ce 29 mars 2023, parle également Namibie 2, Cameroun 1, le supplice de Soweto. Malmenés par les braves Warriors hier en Afrique du Sud, les Lions se font peur sur le chemin de la qualification à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette information est à découvrir en page 12 du quotidien Mutation. Le Messager nous parle des contrôles des marchandises, l'urgence de revoir le contrat de la SGS. La firme privée suisse dont le contrat est forclos multiplie des manœuvres en vue du renouvellement de son contrat. Le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, va voir clair. C'est à voir en page 5 du quotidien Le Messager. Émergence de ce jour nous parle des procédures en habeas corpus. La demande de libération d'Alain Foguet ici est rejetée. L'information est donc à lire en page 3 de ce journal. Le quotidien de ce jour nous ramène comme ça dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour nous parler des bons points du plan présidentiel. Cette information est donc à voir en page 2 de ce quotidien. C'est tout pour la revue de presse de ce matin, Rosalie. Merci Bernadine pour ces informations et ça a été un bonheur de vous avoir. On a envie de vous demander, comme à l'habituel, tout à l'heure dès 19h et puis à 20h, on aura nos 2 arrêts majeurs importants pour ce qui est de l'information sur Info Télévision. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver dans ce journal ce soir? Voilà, aujourd'hui, on va parler du poulet, du prix du poulet qui a baissé sur le marché. Ah, d'accord. Donc, les reporters d'Info TV iront dans les marchés de la capitale politique Yaoundé pour essayer de prendre le pouls. Les commerçants, pourquoi cette baisse est aussi... c'est une bonne nouvelle pour le problème de la vie chère qui apparemment prend une autre courbe. Ah, c'est ça exactement, Rosalie. Ça a été un bonheur. Merci Bernadine. On va te laisser retourner à la rédaction d'Info Télévision et on se dit à très vite. Voilà. Merci. Alors, terminé pour la revue de presse. Nous, on a retenu quelques points saillants de cette revue. Il importe à présent de se pencher dessus et de trouver quelques sujets qui ont retenu notre attention. On va dire que le sujet majeur qui revient et qui attire l'attention, c'est bien sûr la défaite cuisante des Lions indomptables du Cameroun face à la Namibie. C'était hier à 14h. Une information qui jusqu'ici est restée au travers de la gorge des Camerounais. Là, j'ai envie de commencer direct avec Pierre Blériot et Niemec sur le coup. Les Lions indomptables en ballottage est très défavorable, comme nous le dit la nouvelle expression. Info Matin nous parle du Cameroun dans le noir. Il faut du Cameroun Tribune nuance peut-être en disant encore piégé. Je ne sais pas, on a été piégé par qui finalement? Je vous ai dit ici récemment qu'un leader ne va pas au rythme du peuple. Il évite la prévention et la précipitation. Il construit son projet et il sait qu'il est la boussole. Il est celui qui doit éclairer le peuple. Le peuple camerounais a les dirigeants qu'il mérite presque à tous les niveaux et les gestionnaires qu'il mérite à la FECAFOOT. Lorsque je parlais en son temps, les gens ont dit que j'étais jaloux, que j'étais aigri, je ne sais pas, et beaucoup d'autres mots de ce jargon-là. Nous n'allons pas revenir sur cela. Il y en a même qui m'ont invité à la solidarité sociologique. Vu en tant que Bassa, les Bassa se sont offusqués. Mais j'ai dit aux gens, il est bon que le leader dise la vérité à la masse, pour que le moment venu, on ne dise pas que personne n'avait dit cela. Et je suis constant. Donc, je vais commencer par les Bassa et leur dire que, ben voilà, vous voyez donc ce que la proximité sociologique peut créer. Lorsqu'on peut nommer quelqu'un parce qu'il est à la fois philosophe et Bassa, ça peut donner ce qu'on est en train de voir là. Et lorsqu'on peut se permettre de faire ami-ami
pour gérer une situation aussi importante. Lorsqu'on n'a pas des valeurs humaines, il y a ce que les Douala appellent le mbéagnolo, les Bassa appellent ça le nyoube, c'est-à-dire la malchance, une sorte de poisse vous accompagne dans ce que vous avez à faire. Et les choses ne marchent pas avec vous. Il faut être clair. Mais le grand problème du peuple camerounais, celui que j'ai pu observer à l'occasion, ce n'est pas tant qu'ils avaient compris que ceux qui géraient le football camerounais en avaient les capacités, mais c'est qu'ils étaient obnubilés par une certaine richesse que quelqu'un détiendrait. Et qui, je ne sais pas, c'est pas ce qui nourrit les autres Camerounais au quotidien. Alors, aujourd'hui, les choses sont claires que le football camerounais se meurt. Et je commence à entendre les gens dire on prépare les victoires futures. Non. Si vous envoyez à la chasse le chien, il va vous apporter du gibier. Mais si vous envoyez le chat, il va vous apporter des souris. Parce que le rôle du chat, c'est d'attraper les souris. Il n'est pas là pour les grands gibiers. Vous avez donc envoyé des chats chassés et ils vous ramènent des souris. Vous ne savez pas pourquoi vous devrez être étonné de la nature de la chasse du chat. Pour être plus pointilleux, vous continuerez à être malheureux, vous les Camerounais, et pour longtemps encore, quand vous allez continuer de vous complaire dans les choses qui ne sont pas bien faites. Quand on veut bien faire les choses, on ne fait de cadeau à personne. On dit à son ami la vérité. Aristote dit de Platon, Plato amigos veritas amicus. Platon est mon ami, je préfère la vérité à Platon. Il faut pouvoir dire à un frère, à une sœur, à un collègue, à un parent, à un ami, que tu n'es pas sur la bonne voie. Et ceux qui aiment être applaudis lorsqu'ils sont sur la mauvaise voie ne sont ni sérieux ni de bonnes personnes. Je le dis aujourd'hui, il y a un téléspectateur qui aime à m'écrire, il dit j'apprécie l'intelligence de M. Niémé, sauf quand il parle d'Eto. Je crois qu'aujourd'hui, il commence à comprendre. Je n'ai même pas aujourd'hui, je ne vais même pas parler d'Eto particulièrement. Je vais seulement faire constater que la seule distraction que vous aviez, qui est le football, parce que c'est une distraction, là voilà qui est en train de vous échapper. Vous n'allez plus bien vous distraire. Il faut rappeler certaines personnes à l'ordre. Son a dit qu'il va être entraîneur jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si c'est vrai que Son va être entraîneur jusqu'à la mort, c'est peut-être que c'est sa mort qui n'est pas loin. Parce que être entraîneur jusqu'à la mort suppose, si c'est la mort de Son qui est très éloignée, que les Camerounais vont subir ce que nous subissons là pour très longtemps. Mais comme je suis sûr que nous n'allons pas subir cela pour très longtemps, soit il s'est trompé. Donc, il ne sera pas entraîneur jusqu'à la mort. S'il a dit vrai, c'est que c'est sa mort qui est proche. Peut-être qu'il parlait de la mort du Christ vendredi saint dans une semaine. Non, je veux que les gens comprennent, parce que mon langage est quelquefois vermoulu et crochu. Je dis que dans l'hypothèse que Son devrait être entraîneur jusqu'à la mort, si elle est vraie, c'est que c'est la mort de Son qui est proche. Qu'on se comprenne comme ça. Parce que l'équipe, elle a été... Parce que voilà. Donc maintenant, dans l'hypothèse où ce n'est pas vrai, il ne va pas mourir, mais il ne sera pas entraîneur. Ça, c'est pour Son. Pour le reste, je vous assure, le vernis ne change pas la qualité des ongles. Les femmes comprennent de quoi je parle. Le vernis couvre les aspérités, mais il ne change pas la qualité. Je crois que le vrai problème est ailleurs. Et le jour où les Camerounais seront prêts à entendre la vérité, tout comme je vous ai dit la vérité ici, que le président Paul Biya ne doit pas songer à être chef de l'État en 2025, vous avez vu qu'Eto a modifié les textes de la FECAFOOT. Mais vous n'êtes pas suffisamment curieux pour comprendre qu'il voulait vous dire qui sait qu'avant 4 ans, vous l'aurez vomi. Que c'est pour cela qu'il prend la précaution de se donner 7 ans. Pour que vous le... On ne va pas le subir pendant 7 ans. Nous allons faire le nécessaire pour ne pas le subir. Parce que les gens m'ont même suggéré de dire FECAFOOT me béné coupe pour Bon, je dis que ça commence à trop bien faire. Nous, on a commencé à dénoncer cette affaire depuis le début. Nous avons dit que ce n'était pas la bonne direction, qu'il ne fallait pas faire ami avec une affaire sérieuse, qu'il fallait que le président de la FECAFOOT lui-même prenne l'affaire très au sérieux. Ce n'est pas les petites choses, je ne vais pas en dire plus, mais il y a des manières qui nous donnent à penser ou laissent à penser qu'on n'est pas sérieux. Donc je vais m'arrêter là pour le moment et dès demain,
je vais monter d'un cran et demander plus. Parce que vous savez, si j'avais initié, on allait attendre tôt. À l'aéroport, les gens m'ont appelé pour dire non, laisse-le arriver au Cameroun. Mais on va initier quelque chose d'ici la fin de la semaine. D'accord. Oui, vas-y. Mon aîné, Niemek Blériot, très, très sentencieux quand même. Ah, d'accord. Ouais. Toi, tu es moins violent malgré notre défaite. Sur deux sujets. Premièrement, l'accueil à froid qu'ils ont tous les deux donné aux représentants du RDPC ici. Quand même, il y avait de quoi lui faire fuir le plateau. Non, il est habitué. Non, là, vraiment, accueilli à froid, non. Les militants du RDPC ont le droit de choisir leur candidat comme bon leur semble. S'ils estiment que c'est Paul Biya qui a leur meilleure chance à l'élection présidentielle de 2025, qu'il ait 170 ans ou 190 ans, c'est leur choix. Donc, nous sommes en démocratie. Mais nous avons aussi la liberté de condamner. Il y a Bello, ils sont très nombreux là-bas à la tête des partis politiques depuis plusieurs années, mais personne n'en parle. Donc, je veux dire, oui, c'est votre droit de le condamner, mais c'est également leur droit de plébisciter leur candidat, leur meilleure chance. À la vérité, c'est le cas. La meilleure chance du RDPC en 2025, c'est Paul Biya. Il faut le dire de manière claire. Le RDPC pourrait venir avec un autre candidat et se faire battre aux élections en 2025. Donc, vous êtes un jeune, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Non, on parle de manière stricte de sociologie politique. Du RDPC. Non, parlons politique de manière stricte. Vous êtes du RDPC. Pas du tout. Parlons de politique de manière stricte. Non, le RDPC n'aime pas qu'on les remise sur les plateaux. Vous n'êtes pas du RDPC. Non, pas du tout, pas du tout. Je disais ceci, c'est que si en parlant de sociologie politique de manière stricte, lorsqu'on analyse le parti RDPC, sa meilleure chance à l'élection présidentielle, à toutes les élections présidentielles, c'est avec Paul Biya. Vous n'allez donc pas leur reprocher de vouloir venir à une élection présidentielle avec leur meilleure chance. Parce qu'ils pourraient venir avec un autre candidat. Nous sommes déjà en avril, bientôt avril 2023. Il va commencer à se faire tard pour venir présenter un nouveau candidat, le faire adouber, etc. Parce que la seule configuration possible, ce serait que Biya, président du RDPC, candidat naturel à l'élection présidentielle, désigne celui-là comme son dauphin. Et là encore, le RDPC pourrait avoir des chances. Bon, pour revenir maintenant sur le sujet sport. Voilà, ce qui est mieux pour l'instant. Voilà. De tous vos arguments pour l'analyse tout à l'heure. Pour l'instant, sortons de notre phase sportive. Voilà, pour revenir sur le sujet sport. Là où je suis d'accord avec M. Niemek, c'est que la team Eto est venue étant trop enthousiaste. Vous voyez, moi, je considère que c'était l'enthousiasme du novice, du débutant, sans savoir que la tâche était ardue. Alors, ces contre-performances peuvent avoir le mérite de rendre plus humbles ces personnes de la team Eto, qu'ils comprennent que ce ne sera pas aussi facile qu'ils ont fait croire aux Camerounais. On va gérer le championnat, on va augmenter les salaires, on va faire ci, on va faire ça. Mais on se retrouve dans une configuration où le championnat ne marche pas. Notre équipe Coton Sport s'est fait laminer en Coupe africaine. Toutes nos équipes, c'est la première fois depuis très longtemps que toutes les équipes camerounaises, alignées à toutes les compétitions, se fassent battre. Je vous ai dit qu'on appelle ça le Mbéa Nyolo en Douala. Le Nyoubé en bassin, ça veut dire la poisse. Et il y a très longtemps. Le Gabon nous éliminait encore hier en plein Yaoundé. Ben, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on vit une période vraiment très difficile pour notre football. Il faudrait que M. Eto, parce que c'est lui qui a été élu président de la fédération. Ce n'est pas Sombana que nous sommes en train d'accuser aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut dire un mot sur Sombana, que ses errances managériales, bon, on a l'impression qu'il a quelques lacunes sur le plan managérial, sur des lacunes en ce qui concerne la tenue d'une équipe. Je vais prendre quelques exemples. Le Cameroun joue en Coupe du Monde contre la Suisse. On a le meilleur buteur du championnat suisse, à la personne de Samé, qui est au banc. Pendant ce temps, eux, ils alignent le seul Camerounais de leur équipe, Mbola, qui vient nous faire ça très dur. Pourtant, Samé aurait pu, vu qu'il maîtrise mieux la Suisse, jouer. Le match de vendredi, le dernier match des Lions contre la Namibie, on a un Kemen qui a fait une excellente prestation à la veille. Le match suivant, Kemen disparaît, on ne comprend pas. C'est-à-dire, même s'il était blessé, il fallait quand même que... C'est-à-dire que on a l'impression qu'on a un management à tâtons du côté de Sombana qui teste les joueurs au cours des matchs. Au cours de la Coupe du Monde, il teste les joueurs. On ne sait pas quel est son système de jeu. On est en 4-4-2, on a joué en 4-2-4.
nouveau système pour les Lions indomptables. Le match d'avant, on se rend compte qu'on a un joueur qui fait des centres, mais il nous faut 2 attaquants. On ne les a pas. À la vérité, pour parler peu et pour parler vraiment, sont des lacunes sur le plan managérial de management d'une sélection. Il me semble que Eto'o devrait en prendre acte et puis peut-être lui associer quelqu'un qui pourrait l'aider au cas où on voudrait qu'il reste manager sélectionneur. Pourquoi il doit à tout prix rester? Bon, au cas où on voudrait qu'il reste là, il faudrait qu'on lui associe quelqu'un qui pourrait le booster sur le plan managérial parce que Son a vraiment des errances qui sont de nature à plomber notre football. Donc, sur un plan général, la team Eto'o, qu'ils apprennent l'humilité, que l'on rentre dans les fondamentaux. Mon grand frère Niemeg le disait tout à l'heure, on va vivre des moments troubles, mais nous sommes optimistes. Nous savons que contre le Burundi, avec l'équipe que nous avons, on peut faire des bons résultats. Parce que donc, vous êtes rassuré avec l'équipe que vous avez vue sur la pelouse hier, en train de jouer? Non, des joueurs qui marchent, c'est-à-dire ils sont menés, ils perdent le ballon et ils sont en train de marcher. Nous avons de bons joueurs. Pour quelqu'un qui a pratiqué le sport, quand tu es mené, tu deviens doublement lion. Nous avons de bons joueurs, mais nous n'avons pas l'esprit lion. Etienne Eto'o, le petit frère, pour être lion indomptable et ne pas avoir l'esprit lion. Le petit frère d'Eto'o a fait un post après la défaite des Lions hier, disant que il passe le temps à draguer les femmes sur Instagram, vous voyez. Donc, c'est des joueurs qui sont bons. Dans leur club, on les suit. Mais quand ils arrivent en équipe nationale, ils lèvent le pied. Pour quelle raison? Il faudrait que ceux qui sont là leur inculquent l'esprit lion, tout simplement. Il faudrait qu'il y ait une âme. Cette équipe joue sans âme. On ne sait pas. Depuis Mboma, on ne ressent plus l'âme, cette âme camerounaise quand le Cameroun joue. Lions indomptables, c'est quand même un symbole fort. Je ne sais pas s'il faut d'abord pour un moment enlever indomptable sur notre nom. Les chats domptables. Parce que là, vraiment, ça devient... Il faut une âme dans cette équipe. Et Sombanak était supposé, Monsieur Hemley... voilà, il avait tout le fighting spirit de cette équipe. Mais est-ce que lui-même, au moment où le nommé, il avait encore le fighting spirit? Nous savons qu'il a subi quand même quelques problèmes de santé, des pépins de santé. Est-ce qu'il avait encore ce fighting spirit? Quand tu es un lion, tu es un lion. Même si tu es malade. Maintenant, Eto'o lui également devait inculquer ce fighting spirit à ses lions parce que vraiment il joue sur le papier. Tout le monde a apprécié la dernière liste lorsqu'on s'est fait rejoindre un but contre un ici à Yaoundé. Tout le monde a apprécié la liste parce que sur le papier c'était une bonne équipe, mais sur le terrain on n'a rien vu. On a vu un Mbemo qui joue très bien en Angleterre. Mbemo, on s'est demandé si ce monsieur avait fait de la complicité par aide. Mais bien, s'il avait même joué au ballon dans sa vie, parce que c'était incroyable. On s'est demandé pourquoi Mbemo continue à rester au terrain. On se pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui sont dans cette équipe. On ne sait pas si c'est là. Quand j'ai vu le deuxième but au moment du coup franc, où l'autre saute et il crée au vide, il y a dit celui-là, on a dû l'acheter. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être dans une barrière, tu sautes, tu ouvres, pour ceux qui ont pratiqué le sport. On s'essaie jusqu'à ce que le ballon là soit tiré. Tu sautes, tu crées l'espace qu'on manque, et c'est dans cet espace que le ballon passe pour aller entrer dans les filets. Après, on accuse le gardien. Il a mis sa barrière, il a allé garder l'autre côté. La barrière ouvre et laisse le ballon entrer. Vraiment, et vous dites qu'avec l'équipe là, vous êtes rassuré, on peut faire quelque chose. Non, pour ne pas être long, il y a 3 stars dans cette équipe. Il faudrait qu'on le sache. Il y a le gardien André Onana, qui est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Donc tu vas nous l'amener sur la il y a l'attaquant Choupo-Moting qui joue dans le meilleur club au monde, le Bayern de Munich actuellement. Et puis on a Zambouangui Sanome. Voilà les stars de l'équipe. Remettez-leur cette équipe. Qu'ils prennent les responsabilités et qu'ils conduisent l'équipe là où elle doit aller. À l'époque de Tofis, on lui avait remis l'équipe. On lui avait donné l'équipe. Fais-en ce que tu veux. Mais pourquoi avec ces garçons, on ne veut pas leur remettre l'équipe nationale? La chance que vous avez, c'est que je suis modératrice. Donc vous avez mis Anguissa dedans. Bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il ne joue pas bien là où il est là-bas. Quand il est dans cette équipe, il joue quoi? Vous avez vu qu'on lui a donné le brassard pour quelques minutes là. Qu'est-ce que ça change? Il a quand même couru sur 10 mètres. Alléluia, il a couru sur 10 mètres. Donc il a couru sur 10 mètres, il y a de quoi être rassuré et lui donner l'équipe nationale. Sur le plan managérial, il y a des problèmes. Mais pourtant, on a une équipe avec des joueurs qui peuvent nous qualifier face au Burundi. Bon, continuez à espérer. Je vais arriver tout à l'heure à mon frère Basson qui disait hier qu'on ne gagne les autres que chez eux. Que quand on devait partir en Afrique du Sud, on allait sortir le miracle. Surtout si on a commenté la note. Elle est plus salée. Alors, mon cher conseiller, tu as regardé cette rencontre ou pas? Notre équipe te rassure pour la suite de la compétition. On ira en Côte d'Ivoire ou on va rester honteusement pour ce rendez-vous au Cameroun? Je crois que pour l'instant, nous sommes deuxième. Ça veut dire que nous sommes
si les choses venaient à rester telles Qualifiés. quelles, nous sommes qualifiés. Et C'est pourquoi on a vendu je le reste match. donc optimiste. Optimiste, et c'est le football, c'est le jeu. Il faut savoir accepter les échecs et les victoires. Les Camerounais savent jubiler quand ce sont des victoires. On ils n'aime savent que les jeter victoires. des fleurs. Mais quand il y a échec, l'échec qui fait partie effectivement du jeu. Les Camerounais ne supportent pas beaucoup l'échec. Ils ne supportent pas l'échec au point où ils deviennent tout de suite ingrats sur les prestations antérieures qui parfois ont été des prestations qui ont satisfait tout le monde. Moi, je ne voudrais pas apporter un jugement aussi satirique sur cette équipe tel que le fait aisément mon co-panéliste Blino. Je voudrais lui dire qu'il ne faut pas s'attaquer aux hommes. Et Rigobert Song, ce n'est pas lui qui joue sur le terrain. Rigobert Song mise sur des chevaux. Et puis sur le terrain, les chevaux se déploient tels que leurs compétences, leur compétitivité du terrain leur donne la possibilité. Il fait le métier d'entraîneur, sélectionner des joueurs, essayer de choisir les meilleurs. C'est ce qu'il fait, il fait le tour du monde. Il regarde les matchs et puis il fait ce qu'on peut faire actuellement avec les moyens que nous avons, parce que nous n'avons pas un championnat local opérationnel qui peut nous permettre de faire une sélection de 12 joueurs compétitifs. Il va à l'extérieur pour ouvrir le jeu et ramener d'autres compétences à l'extérieur pour faire une fusion. La première difficulté, c'est qu'en faisant cette fusion, nous n'avons pas souvent beaucoup de temps de fédérer toutes ces compétences autour d'un jeu unique, autour d'un travail d'équipe fortement ancré dans les valeurs du Cameroun. On a parlé du fighting spirit tout à l'heure. C'est déjà très difficile parce que nous avons très peu de moyens financiers même pour le faire, il faut le dire. Pour faire des stages régulièrement, rassembler ces gars peut-être tous les 2 mois, toutes les 3 semaines, c'est difficile au regard des moyens financiers. Alors nous faisons ce que nous pouvons faire. On leur a payé Rigobert, plus de 60 millions pendant la Coupe du Monde. Hein. bon, ça c'était la Coupe du Monde, il y avait d'autres implications. Mais je parle de ce qui se passe actuellement pour dire que je ne veux pas avoir un langage aussi difficile que Blino. Blériot. Ou M. Niemek, c'est mieux, Monsieur plus Niemek, facile. Blériot, M. Niemek, ça devrait donner une connotation plus identitaire. Déjà qu'en s'exprimant, on sait qu'on peut déjà imaginer de quelle ère culturelle il vient. Mais moi, je voudrais dire ici que ce n'est pas une question telle qu'il le disait de frères ou de sœurs. Le Cameroun avait pendant longtemps rejeté l'idée selon laquelle on importe les entraîneurs. Les Camerounais avaient pendant très longtemps demandé à ce que le football revienne aux footballeurs, que l'école revienne aux écoliers, ainsi de suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un ancien joueur comme Léon, comme Sombaana, un Léon comme celui-là qui a fait ses preuves, et qui commence à poser des jalons, disons que ça fait pas 2 ans que tout tient cette équipe, Rigobert tient cette équipe. Donnons-lui la chance de construire cette équipe avec les échecs, même pendant 2 ou 3, 4 ans. Vous comprenez? On ne peut pas commencer à attendre tout de suite là les résultats du travail qu'abat Rigobert Sombanak. Seront patients. Ne mettons pas beaucoup de passion et disons-nous, même si on ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas nous permettre, nous empêcher de continuer à construire une équipe de football, parce que nous en avons besoin. Quelqu'un l'a révélé tout à l'heure, c'est qu'après l'Emboma, il nous a été difficile de retrouver encore une équipe aussi conquérante, aussi compétitive, aussi engagée. C'est justement parce que depuis nous cherchons à harmoniser, à avoir une équipe stable, une équipe type. Et c'est ce que fait Rigobert Song en ce moment. Le changement de joueur qu'il fait, c'est un peu parce que il se heurte à une difficulté, c'est qu'il trouve certes les Anglais Zambou et tout ce que vous citez là, qui sont presque à la porte de la sortie. Il faut anticiper en rajeunissant cette équipe, en faisant appel à de nouveaux talents. Et c'est très difficile de faire un cocktail comme celui-là. Et je pense qu'il faut faire confiance à Rigobert Song. À Samuel Eto'o, ce n'est pas Samuel Eto'o qui a fait sa campagne. Ce sont les Camerounais qui se sont appropriés la campagne de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Ce sont les Camerounais qui ont dit tout et n'importe quoi lorsque Samuel Eto'o était là. Ce sont eux qui ont misé sur la fortune supposée de Samuel Eto'o. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui l'a fait. Alors aujourd'hui, les gens tombent eux-mêmes dans leur désillusion et pensent que c'est Eto'o qui a menti. Eto'o n'a jamais menti à personne. Eto'o a fait sa campagne. Ce qu'il a promis, il est en train de le faire. Je crois qu'il a signé quelques contrats au Cameroun, il est en train de négocier d'autres. Et lui aussi, son mandat court à peine. Laissez ces gens travailler tranquillement.
Laissez ces gens s'organiser tranquillement. Les échecs font partie du football. Si on a battu le Brésil, vous pouvez vous imaginer un Cameroun qui bat le Brésil à une phase finale de la Coupe du Monde. Vous imaginez ça, c'est que les Brésiliens peuvent penser. Si les Camerounais avaient été les Brésiliens, je crois que cette équipe aurait été crucifiée une fois à arriver à Rio de Janeiro, je ne sais pas où. Vous comprenez? Non, comprenez que ça fait partie effectivement du jeu. Et il ne faut pas seulement regarder les mauvais points, il faut aussi voir les bons points. Et quels sont les bons points? Les bons points, c'est que l'équipe est en train de se rajeunir avec des compétences structurées telles que nous voyons là. Maintenant, il faut ajouter autre chose, une plus-value, telle qu'on a dit le fighting spirit. Samy doit reprendre le réarmement moral de cette équipe. On doit inculquer à ces enfants qui ont une autre culture, parce que ces enfants viennent d'ailleurs, d'adopter également une culture camerounaise, c'est-à-dire d'avoir un biculturalisme de football lorsqu'ils jouent. Donc, je ne pense pas que ce soit une affaire qui doit se faire en un jour. Ce sont les bons points. Alors, je voudrais quand même permettre, Rosalie, c'est vrai, faire une digression. C'est pour parler de politique, vous allez le faire tout à l'heure. Rosalie, permettez, parce qu'à cette allure, on va pas arriver. Vous savez, M. Nyemek a l'art de dire des choses aux Camerounais qui ne sont pas fondées. D'accord. Il faut dire aux Camerounais que M. Nyemek fait partie de ces idéalistes. En réalité, il est comme un philosophe, les philosophes du XVIIIe siècle. Voilà, du XVIIIe siècle. Ce sont des rêveurs qui ne savent pas en réalité être pragmatiques et réalistes. Le réalisme et le pragmatisme est clair. Le président Biya est la chance non seulement du RDPC, mais la chance du Cameroun. Et la meilleure chance de stabilité du Cameroun en 2025, c'est un consensus. Justement, c'est pourquoi je disais, donc il est pas bon de dire aux Camerounais, n'écoutez pas ce monsieur qui parle du président. Il est plutôt bon de dire aux Camerounais, faites attention à ces rêveurs. D'accord. Vous aurez l'occasion d'échanger tout à l'heure dans le cadre de la gouvernance, le temps de permettre à M. Basson, qui veut me rassurer qu'il y avait quelque chose sur la pelouse en Afrique du Sud. Qui nous a empêché de battre la Namibie, non? Malheureusement, je suis incliné. Ça veut dire que je suis Bassa. Et l'homme Bassa, ceci de particulier, dans sa culture fondamentale, qui ne fait pas beaucoup de la langue de bois. Donc tu acceptes même s'il y en a qui peuvent digresser pour des raisons politiques ou autres, mais structurellement parlant, Bassa c'est dire les choses telles qu'il les voit. On peut aller sous la forme de questions, on peut aller sous plusieurs... Prends la forme qui te sied le mieux. À la réalité, je m'attendais à ce que le Cameroun batte la Namibie en Afrique du Sud, parce qu'on est plus fort qu'eux sur le plan de l'effectif. Mais en Afrique du Sud, on a livré un match poreux, on a livré un match médiocre, un match nul, un match faible. On a été plus faible que l'adversaire, on a perdu de façon méritée. Maintenant, pour revenir aux éléments qui semblent attirer beaucoup de Camerounais, la question de Rigobert Song et de Samuel Eto'o, je la traite différemment. Sur la question de M. Eto'o, je pense que les lignes directrices de son mandat étaient claires. C'était la refondation du football, la suppression de beaucoup de problèmes, des problèmes liés à l'argent, des problèmes liés au statut du joueur, etc. Pour le moment, est-ce que les choses vont dans cet ordre de façon vraiment linéaire? On ne peut pas dire oui, c'est un peu flou. Sur la question de Rigobert Song, je pense que c'est un peu plus complexe. Parce que pour pouvoir s'affirmer dans un environnement social, il y a 4 éléments fondamentaux, j'en citerai 3 parce que le 4e est un peu intime. Le premier, c'est la gestion des émotions. Le second, c'est la gestion de ses savoirs. Le 3e, gestion de ses avoirs. Et sur ces 3 éléments, Monsieur Song prouve au fur et à mesure que le temps passe qu'il n'est pas capable de gérer l'équipe nationale du Cameroun. Il le prouve. On a l'impression que le discours ne passe pas, que les savoirs dus à son pédigré ou liés à son parcours ne sont pas transmis, et que ses avoirs, pas financiers, mais l'avoir peut être un talent, une compétence particulière, qui ne les a pas de façon assez structurée et mécanique, de telle sorte que la mosaïque qui se peint autour du personnage n'est pas suffisamment adjuvante pour une équipe de qualité à terme. À l'issue de la Coupe du Monde, on attendait un parcours naturel. À mesure que le temps passe et que les énergies se fédèrent, on doit s'améliorer, on doit progresser. On s'attendait à ce que l'équipe du Cameroun progresse entre l'Algérie, la Coupe du Monde et la future CAN. Il y a eu pourtant des signes
d'une volonté d'avancer. On a renouvelé l'effectif, on a pris de nouveaux joueurs avec de bonnes qualités. Sauf que le management qui s'est posé sur l'effectif n'a pas semblé, et ne semble toujours pas être de façon discontinue suffisamment éloquent pour un avenir meilleur. Donc je pense que Monsieur Son n'est peut-être pas, mais je lui accorde encore un peu de temps, mais n'est peut-être pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je le pense sincèrement. Désormais. Et c'est pas lié à la défaite, non. C'est pas lié à la défaite. Le Cameroun peut battre la Namibie, on pouvait les battre. On est plus fort qu'eux. C'est pas un débat. Mais on peut être moins performant sur un match. La performance et la compétence sont des choses complètement différentes. On est performant sur un match, on est compétent sur une période. Vous voyez donc, déjà après l'Algérie, il y a eu des problèmes. En Coupe du Monde, des choix tactiques. Le match avec Namibie, les choix tactiques. Donc, Rigobert, on n'a jamais vraiment convaincu. Donc, sa stabilité se pose problème à terme. Mais comme je dis, sur Monsieur Eto'o, je ne serais pas aussi sentencieux, aussi irrévocablement pointu. Parce que je pense qu'il y a des bonnes choses qu'il a faites sur la question du recadrage de certains joueurs. Maintenant, je pense qu'il devrait davantage prendre des ressources humaines pour pouvoir mener le bateau là où il faut. Parce que je pense également que son parcours parle pour lui, mais les actions quotidiennes qui sont posées autour de lui et même parfois par lui laissent un peu de malaise. Vous voyez, donc il y a parfois des décisions qui sont prises qui semblent être assez questionnable. Il y a une structure qui est mise autour, qui est questionnable. Il y a une espèce de fermeture à l'espace public. Il y a une espèce de contriction des réalités. Il y a une espèce de musellage de certaines choses qui font en sorte que, bon, à terme, on est un tout petit peu inquiet. Mais moi, je reste constant. Moi, je crois en Eto'o. Moi, je crois en lui. Je reste constant dessus. Mais je pense que pour l'instant, ce qui est fait doit être largement amélioré. Oui, Blériot. Je parle de la chute de M. Basson. Moi, je crois en Eto'o. Dit-il. Il y a beaucoup qui croient en Eto'o. Mais il ne s'agit pas de croyance ici. Parce que le capital émotionnel dont il a parlé et qui fait défaut de manière criarde à Rigobert Song l'est davantage délétère chez M. Eto'o. Lorsque vous n'êtes pas capable d'accepter la critique, j'ai entendu quelqu'un dire la critique constructive. Non. Ce n'est pas à vous d'apprécier le type de critique qu'on vous fait. Il faut la critique constructive. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, la critique constructive. C'est quand vous faites mal les choses, on vous dit que vous faites mal les choses. Je vous ai dit ici 1000 fois, si vous devez aller à Douala et que vous êtes sur la route de Mbalmayo, vous êtes égaré. Il n'y a donc pas une critique constructive qu'on puisse vous faire vers Mbalmayo. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est revenez d'abord à Yaoundé. Et si vous ne voulez pas revenir à Yaoundé, aussi longtemps que vous serez sur la route de Mbalmayo, vous irez vers Mengeme, ainsi de suite. Et vous allez après. Vous n'arrivez pas tout sauf à Yaoundé. Donc il n'y a rien à faire pour vous sur cette voie-là. Je n'ai pas simplement envie de parler de l'homme aujourd'hui, Je dis que j'ai connu un certain nombre de personnes qui étaient fermées à la critique. Un homme normal, c'est par exemple que moi je joue très bien au football et tout le monde le sait. Il sait que je me suis fait beaucoup d'argent et les gens le savent. Mais il sait quand même que, même au quartier, je n'ai pas pu calmer une petite bagarre. J'ai pas pu. Tu le sais, tu sais que tu n'as pas pu calmer une petite bagarre entre des voisins. Le charisme, c'est pas l'argent. Le charisme, c'est pas le fait de gronder les gens ou de dire que nul n'a sa place ignorée. Assuré. Ce n'est pas ça le charisme. Le charisme, c'est comme l'autorité. C'est admis des autres. C'est-à-dire, c'est les autres qui voient en vous le modèle qu'ils doivent suivre. Et ce n'est pas le cas. Lui, déjà, n'était pas un modèle parfait. Je dis que ce n'est pas le cas. Je ne vais pas aller plus loin. J'en ai suffisamment dit depuis lors. Ce n'est pas le cas. Et comme nous n'aimons plus entendre la vérité dans nos oreilles, vous voyez que je ne vais pas revenir sur ce que mon copanéliste a dit en me faisant des fleurs. Mais tout ce qu'il a dit, il a dit en faveur de moi. D'ailleurs, les messages vont le prouver tout de suite. Donc, il a dit en ma faveur. Il faisait ma campagne. Il disait qu'il faut m'écouter. Et les Camerounais savent qu'il faut m'écouter. Il faut m'écouter parce que je n'ai pas d'intérêt. Voyez-vous, c'est moi qui ai ici, principalement, la plus grande proximité sociologique avec Eto'o. Donc, je suis l'individu qui devrait le mieux dire que non, comme c'est mon frère, non. Moi, je refuse qu'après le passage d'Eto'o, on commence à indexer les bassards en disant que vous avez vu,
Observez que le président de la FECAFOOT est Bassa, l'entraîneur est Bassa, le président de l'ONIES est Bassa. Peut-être qu'on vous a donné cette affaire-là pour que ça échoue entre les mains des Bassa. Je dis donc, Abel, toi, relève-nous vite l'ONIES là. Vraiment, ne mets pas le nom des Bassa dans l'affaire là, parce que c'est faire preuve d'inattention. Bon, nous voulons faire preuve d'attention. Monsieur Yemek. Qui ne met pas le nom de Bassa, il a déjà dit. C'est de l'inattention. Nous ne voulons pas cela. Et tout. Pardon, mon frère. Arrête d'écouter les gens qui te chantent des louanges. Garçon, jeune gars. Moi, c'est un jeune garçon. Arrête. Et puis on te trompe. On te trompe, on ne t'aime pas. Et après, tu vas voir, parce que je peux même te prédire la fin de cette affaire, mais je ne veux pas encore te... Arrête d'écouter les gens qui te chantent les louanges. Toi-même, donne-toi l'habitude d'accepter qu'on te critique, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Tu connais le football, tu as de l'argent, il y a beaucoup... Il faut que tu changes ta structure. Et il y a une sorte de poisse qui suit les gens qui ne veulent pas écouter. Parce que nous, on peut même vous maudire. On peut vous maudire pour que tout ce que vous allez faire ne marche pas. Vous ne savez pas ça? Vous êtes un Bassa, vous savez ça? Il y a des choses que vous avez violées dans le principe. Revenez sur la bonne voie. Et je ne veux plus qu'on parle de ces Bassa-là qui sont tordus. Le vrai Bassa, c'est celui qui doit être un homme honnête, qui ne cherche pas les faveurs, qui cherche à dire la vérité. Et toi, si tu n'apprends pas à ce qu'on te dise la vérité, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir, qu'on ne te trompe pas. Il faut écouter les gens qui te disent la vérité et qui ne te demandent pas d'argent. Point. L'équipe nationale n'est pas la propriété d'Eto. Et si Eto s'amuse avec l'équipe nationale, vous verrez ce que les Camerounais vont lui faire à la fin. Vous verrez de vos propres yeux. Il faut qu'il s'arrête. Parce que ceux qui sont en train de manger ne font que lui dire « Non, c'est bon, Samy, va de l'avant. » Il s'empivre. Je connais beaucoup qu'on applaudissait comme ça. Hein. Et le moment venu, vous êtes le seul à vous retrouver là où vous allez vous retrouver, c'est-à-dire au village de Si Je Savais. Mais je voudrais aussi dire, pour sortir de l'affaire, que chez nous, il y a un adage qui dit que la tornade n'est pas toujours négative. C'est-à-dire, lorsqu'elle vient, elle détruit beaucoup de choses, mais également, elle nettoie pour que de nouvelles choses puissent germer. Donc, les multiples défaites qui aujourd'hui font mal naturellement, peut-être vont permettre aux uns et aux autres de se remettre en question et de comprendre que ce qui était fait jusqu'ici est pas négatif. la tornade a emprunté beaucoup. Pouvoir se remettre en question, parce que le problème que pose M. Niemek, c'est que justement, les personnes en question, on n'est pas sûr qu'ils auront la grandeur. Mais chaque fois que vous voulez parler aux gens qui supportent Eto, ils vous répondent de manière, je ne sais pas comment, et Eto vous met au travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Vous comprenez même ce que vous dites? Quelqu'un est en train d'échouer, vous dites que ce n'est pas la bonne voie. On dit qu'il vous met au travail. Il vous met au travail de quoi? Bon, on va essayer de faire parler. Je vous promets, je n'en prendrai pas 10. Là, je suis à quasiment 300 messages. Et si je commence, je n'arrive pas. Je fais que nettoyer depuis pour les laisser rentrer parce que j'ai pas assez de place. Mais à cette allure-là, c'est compliqué. On est quasiment à 11h et on n'a pas encore la dénonciation. Donc, on va essayer de faire parler quelques personnes. Bonjour Rosalie. Un salut particulier au maire. Non. Attendez, que je positionne. Voilà. Tes consultants ne sont pas des omniscients. Ils croient tout connaître. Pierre Blériot-Niemek avait juré sur ce même plateau que le Cameroun rentrerait avec 0 point de la Coupe du Monde. C'est Bernard Bonga qui nous écrit depuis EDA. Je crois qu'EDA est mobilisé ce matin. Et ils sont rentrés avec combien? C'était loin de 0. Oh mon Dieu. Je croyais qu'il allait me dire qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Pour que ça aille un peu plus vite. Ah là 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 là. Non, je ne pourrais pas. Ça entre tellement que c'est en train de bugger et je risque de ne pas pouvoir suivre le rythme malheureusement ce matin. Je sais que c'est le football. Vous avez réveillé tout le Cameroun et là, mon téléphone, lui, il est en train de me dire qu'il ne peut pas me suivre à ce rythme. Bon, on va prendre les chanceux qui passeront. Bonjour les démineurs, merci. N'appelez pas, s'il vous plaît, n'appelez pas. Permettez qu'on puisse dire, voilà. Merci pour les arguments Blériot, pour les arguments de Blériot et de Rosalie. Moi, je ne donne pas des arguments ici, hein. Je les écoute. Votre conseiller, là, ne doit pas nous dire, nous distraire qu'il porte son étau, mais qu'il nous laisse ce qui nous reste dans ce pays, qui descendent sur Niemek.
Il pèse Monaco, il pèse, qui descend sur Niemek, il pèse. C'est Monaco depuis Kribi qui réagit également ce matin. Je vais demander pardon aux téléspectateurs. Hein. Je suis très mal loti pour leur faire plaisir ce matin. Ils ont encore battu le record. C'est-à-dire, d'habitude, ils s'arrêtent quelque part, mais là, ils ont fait fort, comme quelqu'un dit souvent. Et moi, je suis coincé. Ils font que lancer les appels. Je vais demander une transition et on revient. Je crois qu'après la dénonciation, on aura un peu plus de bonheur de vous faire parler. Elle sera encore une affaire de Bernard Bassong ce matin. Le sport, là, on vous a sauvé. Hein. C'est-à-dire que le téléphone là, vient de vous épargner beaucoup de gros mots. Parce que je disais tout à l'heure, quand ça rentrait, c'était compliqué. Je n'en aurais pas reçu. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Non, aujourd'hui, c'est une dénonciation redondante. C'est-à-dire... On va à nouveau s'arrêter sur le comportement des distributeurs des forfaits Internet au Cameroun, hein, c'est-à-dire des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. De téléphonie. On a toujours des soucis de connexion, on a des soucis de crédit. Beaucoup de personnes se plaignent d'être volées par Orange MTN. Aujourd'hui, le réseau Camtel est toujours problématique. La fibre a un souci, les puces ont un souci. Donc, dans un pays comme le nôtre, avec le potentiel qu'on a, il est quand même assez délicat, assez compliqué de voir des opérateurs de plus en plus nombreux, mais de moins en moins intéressants dans la fourniture, dans la production de ce qu'ils ont à nous mettre sous la dent. Donc, il est important que les Camerounais s'arrêtent un tout petit peu, qu'on essaie de coller un procès formel à ces opérateurs-là, qu'on essaie de leur dire directement que nous sommes assez abusés de leurs agissements et qu'il faudrait peut-être que le gouvernement tape durement la main sur la table. Déjà, on a récemment entendu l'ART qui essayait de se positionner là-dessus. On a le Minpostel également qui s'est positionné dessus, mais on a l'impression que ça n'avance pas comme il faudrait. Donc, que Orange, MTN, Camtel et Nextel nous épargnent un peu de leur médiocrité et qu'on puisse avoir accès à ce qui nous est de droit. Aujourd'hui, le droit à l'Internet est un droit consacré. Je démarre avec vous, M. Onguéné. Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive plus, même quand tu mets ton crédit, tu n'arrives pas à l'utiliser parce que c'est bloqué, on te dit tu n'as rien mis, tu remets, après c'est le réseau qui passe pas et parfois tu finis la journée, tu as investi et tu peux rien faire. Parfois même tu décides d'aller prendre ces modems pour essayer d'aller plus vite, c'est la même catastrophe et finalement on ne sait plus à quel sens se vouer. Pourtant, ils se font beaucoup d'argent au Cameroun, ces opérateurs économiques. Oui, bon, je n'entre pas dans leur chiffre d'affaires, mais je pense qu'il y a lieu de militer pour une amélioration de ces services publics, même comme il fait l'objet d'une utilisation assez préoccupante dans les réseaux sociaux, parce que plus les gens ont justement ces mégas-là, plus l'utilisation ce sont les mégas personnels. C'est difficile dans les réseaux sociaux. Qu'on leur donne d'abord les mégas. Sauf que nous avons une communauté de partage dans les réseaux sociaux où nous sommes tous interliés, interconnectés. Et nous pensons que là, les gens font de la désinformation, de la caricature, et des faux profils, et ainsi de suite. Bref, il y a une utilisation assez irresponsable, assez incivique de ces réseaux sociaux, de ces mégas. D'autre part, il faut penser que ceux qui en font une utilisation rationnelle, une utilisation juste... Rassurez-moi, oui. Monsieur Onguéné. Chacun fait ce qu'il veut de ses mégas. Mais si je donne mon argent à une maison, une société de téléphonie mobile, elle doit me donner... Monsieur Onguéné vous a expliqué qu'il s'agit d'une censure. C'est-à-dire que comme on sait que vous allez mal utiliser, on nous en donne pas. On vous coupe vos mégas. Bah, c'est pas ce que j'ai dit ou j'essaie de dire. Vous savez, Monsieur Niemek, vous avez cette facilité de faire des analyses assez tendancieuses. Donc, vous dites donc quoi? Je voudrais qu'on doit dénoncer ou on ne dénonce pas? En même temps, non, il faut dénoncer. Lorsque le service public est médiocre, il faut le dénoncer. Il faut militer pour que le président Biya veut que les services publics soient améliorés, que les Camerounais soient épanouis dans leur environnement. Et l'épanouissement va aujourd'hui des nouvelles technologies. Il faudrait que nous anclions dans le nouveau monde avec tout ce que ça offre comme opportunité. Il faudrait donc que la connexion Internet soit limpide. Cependant, je dis, il y a aussi d'un autre côté ce qu'il faut dénoncer, décrier aussi. C'est la manière, autant l'offre que la demande.
La demande, maintenant, il faut dire qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'une fois qu'on est entré à l'accès à ça, il y a une utilisation parfois irresponsable qu'il convient de dénoncer. Il y a une utilisation qui fait l'objet de désinformation, de caricatures, et ainsi de suite. Il faut également la dénoncer. Alors, il faut se dire, la dénonciation ne peut pas seulement être d'un seul côté, c'est-à-dire du côté de l'offre, mais également du côté de la demande. C'est-à-dire que le carrefour de la rencontre entre l'offre et la demande doit faire l'objet à la fois des dénonciations, d'appréciation, et ainsi de suite, et tout ce que nous venons. Mais la conclusion, c'est qu'il faudrait que la connexion soit limpide, il faudrait que les Camerounais puissent avoir accès facilement à l'information, il faut que les Camerounais puissent avoir accès à la bonne information, il faudrait que la connexion soit rapide. C'est le vœu aussi cher du président de la République. C'est d'abord pour ces raisons qu'il a créé que le ministère des Postes et Télécommunications existe et qu'il y a d'autres outils de régulation tels que l'agent de régulation des télécommunications qui existe pour faire ce travail-là. Il y a apparemment, ils ne font pas bien. Non, ils font leur travail. Continue à nous soutenir, les mégas, on continue à nous mettre mal à l'aise, on continue à ne pas nous donner ce que nous achetons avec notre argent. Et ils font leur travail. Je pense tout simplement qu'il convient de renforcer la collaboration pour que des cas comme cela, pour que des cas comme cela soient des cas tout à fait qui soient réduits à leur simple expression. Mais à leur simple expression. Pour sortir. Oui, pour sortir, je voudrais quand même féliciter le travail que fait le gouvernement dans ce plan-là, pour que les Camerounais aient davantage des conditions d'accès à l'outil Internet avec toutes les facilités, les opportunités que ça offre. Il y a quelques difficultés, il convient de les améliorer. Monsieur Ombene parle d'une collaboration entre les régulateurs et ces entreprises, mais on a collaboré depuis bien des années. Désormais, il faudrait passer aux sanctions. On a vu des pays où des opérateurs téléphoniques mobiles ont été sanctionnés. Ils ont dû payer des dizaines de milliards à l'État. Parce qu'en fait, c'est l'État qui est responsable de la vie des citoyens camerounais. Vous voyez. C'est-à-dire que la vie devient finalement difficile au Cameroun. Vous n'avez pas de connexion Internet, vous n'avez pas le téléphone, c'est difficile de pouvoir l'utiliser parce que le réseau, il dérange. Lorsqu'il y a une petite pluie, Eneo s'en va, suivi de Canal Sat, etc. Le câble s'en va, vous voyez. Lorsque la fin du mois arrive et que vous avez réussi à vous battre 30 jours pour aller à la banque récupérer votre argent, vous avez vu récemment les longues files devant les guichets des banques. Non, dès que le 24 arrive, il y a tout. Il n'y a plus de réseau. Des Camerounais sont finalement tout ça, tous ces problèmes-là, sont donc reversés sur le gouvernement. Alors que c'est des entreprises privées qui doivent avoir un cahier de charges et le régulateur doit faire son travail. Le régulateur doit leur taper dessus. Moi, j'interroge le rôle du régulateur, j'interroge le rôle des associations de consommateurs. Il me semble que quelques députés du PCRN récemment ont voulu manifester contre Eneo qui nous met dans le noir. Mais qu'est-ce que c'est devenu? On n'en sait pas grand-chose. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que, mon cher monsieur Ongene, du RDPC, vous souteniez ces entreprises-là. Ces entreprises sont malhonnêtes. Parce qu'elles se font beaucoup de chiffres au Cameroun. Je vous rassure que si on se met à calculer tout de suite le profit que peut se faire Canal Sat au Cameroun, ça se chiffre en termes de centaines de milliards par an. Ah oui, hein, ils se font beaucoup d'argent, Orange beaucoup d'argent, et toutes ces entreprises font beaucoup d'argent. Mais maintenant, vous faites de l'argent, certes, c'est une bonne chose. Le Cameroun est une terre où on peut faire des business, etc. Mais maintenant, il faut penser aux consommateurs que nous sommes. Lorsque votre télécommande Canal s'abîme, vous êtes obligé d'en racheter une autre à 3 000 ou à 5 000 francs. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Vous appelez juste la maison, on vous emporte une télécommande parce qu'on a besoin que vous regardiez les chaînes Canal. Donc, c'est-à-dire que le consommateur est abandonné à lui-même. On vit au jour le jour, au bonheur la chance. C'est stressant à vivre au Cameroun. Hein. Après les embouteillages, pas de courant, pas de connexion Internet. C'est stressant. Pas d'accès à la banque, etc. C'est stressant. Donc, vous devez vous désolidariser de ces entreprises qui ne prennent pas en considération les besoins du consommateur. Il me semble que dans certains restaurants, c'est souvent écrit que le client est roi. Mais d'où vient-il qu'au Cameroun, le client devrait supplier? On doit supplier Orange MTN et Nextel de nous donner la connexion. On allait supplier de nous donner
le crédit. Encore que les taux sont encore très élevés, hein, madame. Allez regarder les taux, les taux qu'on applique, les tarifs qu'on applique au Cameroun. Allez regarder ceux qu'on applique ailleurs. Les tarifs sont très élevés au Cameroun. Le consommateur camerounais paye cher, mais au même moment, il ne reçoit pas les ristournes de ce pourquoi il a payé. Et il y a un problème. Il y a un gros problème qu'il faut essayer de résoudre. C'est bon. Oui, non, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Pierre Blériot-Niemek. On souffre le martyr, mine de rien, au Cameroun. Hein, peu importe le parti politique dans lequel on milite ou qu'on ne soit pas politicien, il n'y a aucun Camerounais, sauf s'ils ont des antennes spéciales sur leur toit qui leur permettent d'être mieux connectés que nous. Mais si ce sont les mêmes là qui nous distribuent la connexion, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je ne souffre pas, fort heureusement. Et il faut nous indiquer de quel côté. Non, je suis content de voir les Camerounais souffrir. Ça va encore aller de mal en pire. Je leur promets ça. Puisque c'est un peuple amorphe. Thomas Sankara disait qu'un esclave qui se fait complice de son maître ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Voilà le sort des Camerounais qui se sont fait complices eux-mêmes. Il y a une agence qu'on appelle l'agence de régulation des télécommunications. Vous verrez que lorsque les cadres de ces agences vont négocier avec les cadres de MTN, les directeurs généraux et autres, pour qu'on recrute leurs copines, leurs enfants et autres, ils ne peuvent plus avoir la même rigueur. Voilà où la corruption va vous mener. C'est des incompétents. Ils ne font rien là-bas. Et les sociétés, les syndicats des consommateurs qui font ami-ami, voyez un président de syndicat de consommateurs qui veut qu'on recrute sa copine à MTN, à Orange, ainsi de suite, vous pensez qu'il va faire quoi? Oh, vous achetez tout le monde. Et vous n'aimez pas les gens qui ne sont pas à vendre. Les marchands ont rempli le temple. Il faut maintenant que Jésus prenne le bâton et qu'il les chasse du temple. Voilà ce qui s'est produit. Vous avez un pays dans lequel vous achetez votre connexion et mon copanéliste vous dit que si vous allez en faire mauvais usage, il faut que MTN et Orange vous coupent les mégas pour qu'on se retrouve au carrefour de l'offre et de la demande. Comme ça, on vous coupe vos mégas. C'est du vol. C'est-à-dire que les Camerounais ne savent pas que ça, c'est du vol. C'est du dol. Il faut porter plainte à ces agences-là. Il faut déjà porter plainte aux faux présidents des syndicats des consommateurs, les chasser. Ouais. C'est ce qu'il faut commencer à faire. Si vous voyez encore quelqu'un qui se tient devant vous, je suis président du syndicat, vous lui dites, foutez-nous le camp. Vous allez vous-même porter plainte, nous constituons, nous portons plainte à ces sociétés qui sont devenues des véritables structures d'arnaque. Ailleurs, ils ne font pas ça. Bien sûr. Quand MTN est une société sud-africaine, là-bas, ça se porte bien. Orange ne fait pas ça en France. D'ailleurs, c'est dans la cour d'un roi faible que les esclaves engrossent les épouses du roi. C'est dans la cour d'un roi faible que les esclaves engrossent les femmes du roi. C'est un roi incapable qui laisse ses femmes être engrossées par ses esclaves. Voilà ce que nous faisons. Si vous prenez les trucs MTN, Orange, vous les envoyez en Russie, vous croyez qu'ils iront faire ça là-bas en Russie avec Poutine? Non. C'est quand on a un roi faible que les esclaves engrossent les femmes du roi. Donc voilà les conséquences. Est-ce que vous pouvez être plus clair sur votre figure de que quand vous avez un roi faible, les esclaves engrossent les femmes du roi. Qu'est-ce qui n'est pas clair là? Il faudrait peut-être dessiner. Hein? C'est clair, même moi-même j'ai compris. J'ai eu la peine à comprendre. Vous êtes un esprit aiguisé. Et quand on vous écoute parler, je vous ai souvent dit ça ici, vous êtes même au-dessus de Tangnamanda, vous parlez mieux. Donc vous êtes un esprit très aiguisé, ça je vous en fais la fleur. Donc ce n'est pas une petite phrase comme celle-là qui va échapper à votre grande intelligence. Oui, Bassong, à votre avis, pour sortir de cette dénonciation? Oui, deux raisons sous-tendent manifestement ces difficultés. Hein. La première, c'est le banditisme et la seconde, c'est l'inceste. D'accord. Concernant le banditisme, on fait aussi l'inceste là-bas. Concernant le banditisme, il y a ce que mon companioniste d'en face essaie de nous expliquer. J'achète quelque chose, mais on ne me la vend qu'à certaines conditions. Vous ne voyez pas que c'est inintelligible ça? C'est-à-dire c'est assez irréel de penser comme ça.
Si je viens acheter un pain à la boutique, qu'on me donne mon pain. L'usage que j'en fais doit être régulé par d'autres éléments, par d'autres mécanismes, par d'autres moyens, par d'autres secteurs de régulation, d'autres choses. On a un système éducatif qui est censé veiller à l'usage de certaines pratiques qui sont faites des réseaux sociaux ou autres formes de déviance. Donc ce n'est pas l'argent que je dépense pour acheter du crédit qui doit être géré par Orange, MTN, Camtel ou autre, selon leur guise, au chiffre de ce que je peux mal user des mégas que j'aurai dans mon téléphone. Donc ça, c'est quand même assez inintelligible que de penser comme ça. Donc sur la question du banditisme, il y a que ces opérateurs sont des bandits ambulants. Parce que beaucoup prennent de l'argent et ne fournissent pas le service de qualité, le service qui devrait être adossé à l'argent qu'ils ont perçu ces opérateurs-là. Concernant l'inceste, M. Niemek l'a dit, les présidents des syndicats, les responsables du gouvernement, les responsables de ces structures agissent de façon incestueuse et continuellement. Des échanges de bons procédés, des pots de vin, la corruption, l'argent qui circule, les postes éventuellement qu'on pourrait offrir à la maîtresse d'un tel ou à l'amant d'un tel autre. Je dis, tous ces éléments jugulés, conjugués, associés et mis en mouvement font en sorte qu'on ait une gerbe d'improductivité, qu'on ait un bouquet de syphilis managériale et productive qui fait en sorte qu'à terme, on ne puisse pas avoir un service de qualité. Donc, lorsqu'on superpose, juxtapose, associe tout ce qu'on veut, le banditisme et l'inceste, on a donc Orange, MTN et leurs affidés qui nous pourrissent le quotidien. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et malheureusement, nous, on paye le prix et ils sont très nombreux, nos chers amis téléspectateurs qui sont déchaînés ce matin. Bonjour, notre sage Monsieur Niemek doit réagir car il a l'espoir d'édifier, d'éduquer, de moraliser les âmes qui ne voulaient plus être claires. Merci. Ces deux éducateurs, monsieur, tu ne dis rien. Je parle là du conseiller régional. Il faut écouter Monsieur Niemek. C'est pas l'élection, hein. C'est pas les élections, on n'est pas en train de faire les élections. Monsieur Blériot est un sacré sensé, a un sacré sens de l'humour. Et il envoie beaucoup de rire, c'est un téléspectateur qui nous écrit. J'ai l'habitude de dire qu'il a une sorte d'humour. Je cherche encore le mot. Hier, je voulais dire humour noir. Mais je crois qu'on doit créer un mot pour son type d'humour. Je ne suis pas quelqu'un à éclater des rires à tout moment, mais il réussit cet exploit avec moi. Et ça, Dieu seul sait quel plaisir je prends à être sur ce plateau chaque jour. Lorsqu'on est un idéaliste, lorsqu'on est un rêveur, on est forcément une menace pour la société. Et vous savez, cela ne peut séduire que ceux qui, en réalité, vivent dans une tour d'ivoire. Donc, j'ose croire donc que je vis dans une tour d'ivoire, le pragmatisme voudrait qu'on sache dire les choses clairement. D'accord. C'est le moment des téléspectateurs, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'a même plus assez de temps pour notre phase analyse. Bonjour au plateau. Bonjour particulier au consultant Pierre Blériot-Niemek et grand merci pour ces analyses de grande portée pédagogique. À propos de Lions indomptables dont la défaite hier constitue du pain béni pour les invectives de nos frères ivoiriens, je vous prie de rassurer certains égarés. Les Lions ont-ils leur destin à main pour le premier match qui se jouera en septembre prochain? La Namibie, qui est désormais en tête de cette poule à 3, n'a-t-elle pas aussi un dernier match à jouer? D'accord, la Namibie a un match à jouer à 3, voilà. La victoire aurait lieu à l'oraison funèbre de notre équipe. C'est Benoît Titi qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Rosalie, le plateau.
Et le plateau, je ne suis pas d'accord avec M. Niemek qui dit que la critique constructive n'existe pas. Pour lui, ça ne veut rien dire. En fonction de l'objectif visé, une critique peut être qualifiée de destructive ou de constructive si elle vise à construire, quand cela vise à améliorer les choses. Donc, la critique peut être qualifiée à la fois de constructive et destructive. Il faut le dire à mon ami Niemek, c'est Xavier de Beaumonon qui nous écrit ce matin. Bonjour Madame Rosalie, bonjour à votre panel, plus vite, voilà. Et bonjour au sage Niemek. Manyang a chassé Onana après avoir fait perdre au Cameroun beaucoup d'argent de primes. Il n'a daigné informer les Camerounais également avant-hier, pas de conférence avant match dans leur orgueil. On ne dit pas que l'orgueil précède la chute. Le panéliste qui réclame la confiance pour Manyang et les multiples hésitations dans le choix de l'entraîneur là, c'est Monsieur Aïssi. Bonjour Madame Rosalie. Bonjour. Voilà, il recommence avec la même rengaine. Rosalie, les consommateurs dans ce pays n'ont aucun droit. Parlant de canal là-bas, alors c'est la magie? Non. Un client ne peut pas s'en sortir au Cameroun, que ce soit les abonnements, les distributions de mégas et tout, on est perdu. On suspend tout à tout volo. Il faut mener une enquête dessus. Votre message n'est pas signé. Un bonjour à passant. Bonjour Madame Rosalie. Valablement, en vous, je retrouve le sac de modérateur à qui je souhaite bon courage. S'il vous plaît, Madame, dites à Monsieur du RDPC de faire très attention lorsqu'il parlait de Monsieur Niemek. Qu'il sache qu'après Niemek, c'est le virage. Bonne émission à vous. C'est Sona, voilà, depuis Essos. Un bonjour en passant à mon frère, voilà, je crois que c'est Bernard qui voulait écrire à Bassong. Autre réaction, non, je crois que je vais m'arrêter, hein. Je vous aime beaucoup, mais vous allez me pardonner, vraiment. Bonjour à l'honorable qui nous regarde. Bernard Basson, je tire le chapeau. Bonjour à tout le panel, très belle thématique. Après la défaite des Lions indomptables hier et Blériot, c'est génial dans ses dires et très bonne analyse de Basson sur le pedigree de Monsieur Song. En passant, puis avoir le numéro de Basson, c'est Joseph de Saint-Mélima qui nous écrit, il dit qu'il vous tire un coup de chapeau pour votre dénonciation. Ces opérateurs de téléphonie mobile nous manquent vraiment du respect au Cameroun. Je vais demander pardon aux autres, mais je vais m'arrêter là parce qu'il faille qu'on puisse passer à notre dernier arrêt et que je trouve une solution pour ça très vite, sinon on ne va pas s'en sortir. Allez, une transition et on revient. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission bien sûr c'est Espace Mini, de lundi à vendredi entre 10h et 11h52. Nous partageons ces grands moments de bonheur et de plaisir sur la télévision et tout de suite c'est l'espace analyse de votre programme. On a décidé ce matin de parler de gouvernance au Cameroun et surtout d'interpeller l'implication des jeunes qui ne sont pas au constat très présents dans l'espace décisionnel ah là là, qu'est-ce qui m'arrive? Décisionnel du Cameroun. Lorsque l'on regarde bien haut, on les retrouve pas beaucoup, peut-être un peu en bas de l'échelle, avec sans grand impact sur ce qui se décide et surtout sur ce qui est fait au pays. On a envie d'essayer de comprendre ce matin. Est-ce qu'on peut justifier cela? Là, je vais démarrer avec vous, Monsieur Bassong. Est-ce qu'on peut justifier qu'on n'ait pas beaucoup de jeunes quand on regarde la tour de contrôle, je vais l'appeler ainsi, du Cameroun? On a l'impression qu'il faut avoir un certain âge pour siéger avec les rois. Pour les jeunes, il faut encore attendre un petit moment et ça devient tellement habituel qu'il y en a qui ont fini par prendre de la graine et à se dire ma place est en bas de l'échelle et j'attends un jour peut-être. Quel que soit l'angle sous lequel on se place, tout est question d'approche. Lorsqu'on aborde la question de la politique, les philosophes vous diront que c'est l'affaire de la cité. Ce qui fait qu'on ne peut pas approcher la politique uniquement sous l'angle de la gouvernance, parce que la gouvernance n'est qu'un aspect de la politique dans son ensemble. Vous avez la politique budgétaire, la politique économique, la politique sociale, la politique sportive. Donc la politique touche à tout et tout rentre dans la politique, de telle sorte que c'est compliqué de vouloir trouver un seul aspect à la politique. Mais sur la question de la gouvernance, je pense qu'il y a certains piliers qui rythment la gouvernance dans son ensemble. Je pense qu'on vous parlera de
l'état de droit, on vous parlera de la participation, on vous parlera de la transparence. Voilà. Donc il y a des piliers comme ça qu'on mettra en mouvement. Sauf qu'au Cameroun, la question qui permet d'observer de façon fatale la non-implication des jeunes ou la sous-implication des jeunes dans la gouvernance est assez nette et assez justifiée. Justifiée parce que la politique au Cameroun, comme en Afrique noire, repose sur un système de génération. L'idée n'est pas de construire des lendemains meilleurs dans une nation. L'idée est de maintenir des coupons générationnels. Et donc, la politique repose manifestement sur le système de cooptation. Puisque les gouvernants sont peu nombreux, ils ne peuvent coopter que très peu de personnes. À partir de là, les jeunes qui entrent en politique dans le sens de la gouvernance manifestement ne peuvent qu'être cooptés. Vous ne pouvez pratiquement pas entrer en politique jusqu'au niveau gouvernant si vous n'êtes pas coopté. Et lorsqu'on coopte quelqu'un, le cooptant ou le parrain se rassure que le coopté ou le filleul ait le même niveau d'information, le même niveau de formation, le même niveau d'action ou les mêmes éléments de compromission à tel point qu'il y ait une continuité naturelle de ce qui s'est fait. Puisque la politique, vous le savez bien, c'est aussi, entre autres, l'art de gagner le pouvoir et de le conserver. Donc on se rassure de ce que ceux qui sont là avant lèguent à ceux qui viendront après les mêmes éléments négatifs que positifs. Donc au Cameroun, la jeunesse, elle, a plus de problèmes sociaux que politiques. Et pour arriver au niveau de la gouvernance politique, il faut avoir résolu certains problèmes sociaux. Voilà pourquoi il est parfois courant d'affamer certains sur le plan social, de les sous-éduquer, de les mépriser à tel point que certains qui auront des prédispositions particulières pourront être cooptés et donc seront nourris, seront post-éduqués pour pouvoir être dans la continuité de ce qui était là avant. Donc le fait qu'au Cameroun, il y ait moins de jeunes s'explique de façon assez mathématique. Maintenant, est-ce que cela participe d'une vision claire du Cameroun positive à terme? Bien sûr que non. Parce que la majorité devrait s'intéresser à l'affaire politique. C'est l'affaire de la cité. Monsieur Nyemek et moi, généralement, sur les plateaux, nous sommes très engagés en politique, mais beaucoup ne le savent pas. Parce qu'on n'est pas engagé en matière de gouvernance politique. Il y a la politique éducative. Nous, on éduque les Camerounais. Moi, j'ai souvent dit, j'ai pas peur de le dire, j'ai toujours dit, je vais sortir par là, que les jeunes Camerounais doivent savoir et entrer en état d'esprit dans lequel il y a une préparation à faire sur 80 ans. Et d'ici à 80 ans, non, juste pour en faire un Cameroun nouveau. Parce que nos dirigeants en place ont au moins 15 ans là encore. Et ils ne pourront pas être bougés. Ils sont tellement implantés jusqu'au tréfonds du pays. Ils ont leurs enfants qui, pour beaucoup, vont dans de très grandes écoles, ou même à l'étranger, et qui viennent être sous-préfets, préfets, maires, tout ce que vous voulez. Et ils prendront encore 50 ans. Du coup, durant cette période-là, les jeunes Camerounais doivent atteindre la masse critique intelligente. Ils doivent s'éduquer, se former, se cultiver, lire, devenir intelligents, et même rentrer en spiritualité, éventuellement, pour devenir suffisamment garnis, pour maintenant, après 80 ans, devenir une masse critique pour renverser le pouvoir en place. Sinon, on prendra 300 ans et on souffrira. Donc, au Cameroun, le fait que les jeunes soient sous-représentants politiques est lié au fait que la cooptation reste le principe en politique au Cameroun. D'accord. Monsieur Ongene, il parle des gouvernants qui sont très peu et qui cooptent également très peu, du procédé de cooptation qui fasse que le père prend l'enfant, ainsi de suite. Donc, du coup, tant que le père n'est pas décédé, l'enfant ne peut pas succéder. Et là on parle de gouvernance uniquement. Du coup, on a toujours des gouvernants un peu plus vieux et des jeunes qui sont en attente. Voilà pourquoi au niveau de la gouvernance au Cameroun, on n'en trouve pas beaucoup. Parlant de ces jeunes-là, ils ne s'impliquent pas beaucoup, ils sont plus des accompagnateurs de ceux qui gouvernent. J'admire la brillance d'esprit de Monsieur Basson. De Monsieur Basson qui fait des analyses d'un point de vue théorique vraiment pertinente, mais qui parfois survole tout simplement la réalité. La réalité contextuelle. Il faut rappeler, lorsque vous parlez de gouvernance ici, il faut rappeler que la gouvernance, c'est quoi? C'est la manière de gérer le pouvoir, d'exercer le pouvoir, la manière de gérer la cité, et partant, effectivement, la finalité, c'est de rendre que les hommes prospèrent, satisfaits, épanouis.
Et cette gouvernance-là a quelques déterminants qu'on peut rechercher, c'est-à-dire qu'il faut rechercher la responsabilité, il faut rechercher l'obligation de rendre compte de ses actes, des actes qu'on pose, il faut rechercher la participation. Mais surtout, il faut aller jusqu'à rechercher l'implication des hommes d'État à pouvoir conduire au mieux les affaires de la cité chaque jour. C'est-à-dire qu'il faut laisser la liberté aux uns et aux autres de s'informer, d'avoir accès à l'information. Il faut modeler l'état de droit, mettre cet état de droit à la disposition de tout pour qu'il soit un véritable régulateur de gestion, de fonctionnement de cette cité. S'agissant du Cameroun, il a fait un tableau, il a fait... un tableau là tout à l'heure. Qui justifie qu'on n'ait pas des jeunes à un certain niveau de gouvernance. Maintenant, Rosalie, voilà l'un des aspects qui m'avait inspiré. Lorsque j'avais commis en 2020 un ouvrage intitulé Le président Paul Biya, le leader invétéré de la jeunesse camerounaise, 82, c'est effectivement en partie pour répondre à cette question, pour dire c'est faux. Pourquoi? Parce que les gens ont donné l'impression, les gens ont vieilli au pouvoir, mais ces gens sont arrivés au pouvoir jeunes. C'est vrai. Vous comprenez? Le président Biya de 82 en 2023 n'a fait nommer que des jeunes. Il y a juste une classe d'hommes politiques qui a vieilli au pouvoir et qui donne l'impression de tenir les rênes du pouvoir en exerçant une certaine influence. Et ça donne l'impression globalement qu'il n'y a pas de jeunes aux affaires. Il y en a énormément, laissez-moi vous dire. Beaucoup. Allez, je vous ai dit, tous ces gens en 82, bien sûr, tous ces gens de 82 jusqu'ici, que ce soit les Yawa Issatou, le ministre du Tourisme, qui a été l'un des premiers ministres du président Biya, les Yan Philemon, ainsi de suite. Tous ces gens étaient jeunes, le ministre Yebaï, le camarade Yebaï ici, le camarade Jean Kouete. C'était des jeunes gens qui arrivaient aux affaires lorsque le président Biya est arrivé au pouvoir en 49 ans lui-même. Donc c'était des jeunes. Maintenant, la conjoncture et la maturité démocratique ont permis aux Camerounais de comprendre que ne peut avoir accès au pouvoir qu'à travers les élections. Et c'est pour ça que le président Biya, qui bénéficie en réalité de la confiance totale du peuple camerounais, se renouvelle au pouvoir. Et en se renouvelant au pouvoir, il fait confiance à ses collaborateurs. Avec lesquels il a démarré. Avec lesquels il a démarré. Ça donne cette impression. Mais derrière ces gens, vous avez un gouvernement comme celui-là, il existe des ministres comme le docteur Malachi Manaouda qui est arrivé là à 43 ans. Vous avez le ministre de Dodoké qui est décédé dernièrement, paix à son âme, qui est arrivé là très jeune également, moins de 50 ans. Vous avez d'autres ministres, Oswald Babouké, qui sont à la présidente directeur du cabinet adjoint, qui est également jeune. Il y a beaucoup de jeunes dans cette affaire, madame. Vous arrivez à la présidence de la République aujourd'hui, l'administration de la présidence de la République aujourd'hui est tenu par des jeunes, au premier rang desquels le ministre Ferdinand Gongo, lui-même qui est arrivé dans cette affaire, il était jeune, moins de 50 ans. Quand vous arrivez au niveau du gouvernement, vous allez constater également, arriver au niveau du secrétariat, des secrétaires généraux des ministères, ce sont des jeunes. Ils sont très peu qui sont au-delà de 40 ans. Quand vous arrivez au niveau des postes de directeurs aujourd'hui, ce sont des jeunes. Et vous voyez le rajeunissement en cours aujourd'hui au poste de directeurs généraux de sociétés, le directeur de l'ENAM, le directeur général de Kamwata, directeur général de ceci, ce sont des jeunes gens qui n'ont pas 50 ans qui arrivent dans ces histoires. Vous avez l'impression que les gens focalisent juste sur l'Assemblée nationale, le Sénat, le président. Il y a une volonté que je peux comprendre, une volonté de ce que certaines personnalités n'attirent plus vraiment la sympathie de certaines personnes. Et tout de suite là, il y a comme un rejet. Mais il y a des postes de maturité actuels. Vous ne pouvez pas confier une Assemblée nationale au Cameroun aujourd'hui à quelqu'un de moins jeune. Parce que vous savez, le Cameroun court le risque d'un conflit de génération à deux niveaux. Le premier conflit de génération, c'est entre les moins jeunes et les plus jeunes et les plus âgés. Les juniors et les seniors. L'autre conflit de génération qu'il convient d'éviter absolument, c'est le conflit de génération des jeunes entre eux. C'est la guerre. Ça donne ce que ça avait donné en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors le président Biya, qui est le meilleur arbitre, qui régule toute cette affaire, sait où placer qui
Comment? Pour faire ce qu'il a appelé la fusion intergénérationnelle habile, productive. Je comprends qu'aujourd'hui, les jeunes veulent absolument faire cette chose, mais il s'agit de conjuguer dans un élan de maturité sincère et pragmatique pour développer des mécanismes de progrès social, des mécanismes de développement, des mécanismes d'harmonie et de concorde nationale. Cela, nous avons besoin des profils. Et ces profils, parfois, il faut aller les chercher au-delà des âges, au-delà des générations, mais des profils qui soient à même capables de répondre à ces exigences sociétales et sociales en même temps. Donc, je pense qu'il fait une lecture assez ciblée, et sa lecture n'a de pertinence à un moment donné que lorsqu'elle est aérienne. Elle ne peut pas se fondre dans la masse parce qu'elle ne s'implique pas réellement, elle n'a pas d'ancrage. Et c'est ça qu'il faut refuter aujourd'hui pour leur dire, bon, écoutez, ne faisons pas une fixation sur le poids de l'âge, sur une génération. Je vais revenir sur un autre point, pour chuter, qui est non moins très important. Lorsqu'il parle de la reproduction sociale, il dit, les gens s'arrangent à voir leurs fils qui entrent à l'ENAM, qui sont sous-préfets et préfets. Je lui dis, mais moi, je dis, les royaumes des royaumes, et moi je lui dis, mes chers messieurs, mais de quoi parlez-vous? C'est humain que vous soyez un père et que vous ayez à positionner votre fils. Mais ce que vous semblez oublier, c'est de comprendre que le monde appartient à Dieu. Les humains peuvent penser ce qu'ils peuvent penser, faire ce qu'ils peuvent faire. Je vous assure, quand vous arrivez en France, ce n'est pas Emmanuel Macron n'est pas le fils du général de Gaulle. Vous comprenez? Quand vous arrivez aux États-Unis, Barack Obama n'était pas le fils de Woodrow Wilson. Je répondrai. Voilà. Ça veut dire que le schéma que vous essayez de décliner est le même schéma qui est peut-être dans la tête de ceux qui font ce que vous pensez vouloir faire là. Mais je vais vous dire, le Cameroun n'appartient pas aux premiers dirigeants de ce pays. Hein. Aujourd'hui, le Cameroun d'aujourd'hui, tous ceux qui sont aux affaires là n'étaient pas les fils d'André Marimbida, les fils de ci, de cela. Ça, je vous le concède. Alors, je vous dis donc, la reproduction sociale, d'un point de vue du positionnement du pouvoir ou de l'occupation des postes stratégiques au sein de l'État, dépend tout simplement des conjonctures, des influences du moment qui permettent à certaines personnes d'être là où elles sont. Et le moment venu, lorsqu'il y aura des changements, vous verrez également comment ces changements vont influencer l'architecture hiérarchique de la société telle que vous pensez là. Ce qui est important et ce que j'admire sur le peuple camerounais, c'est d'avoir suivi l'école du président Biya. L'école du président Biya, c'est l'école où les jeunes vont à l'école, s'inscrivent, se forment, se développent le fighting spirit, osent, et ainsi de suite. L'avenir nous dira, le président de la République est le meilleur arbitre de ces affaires. D'accord. Et je vous dis, rien n'est fait dans le sens où le père remplacera forcément le fils quelque part, à gauche et à droite, et ainsi de suite. Non, le président Biya n'est pas dans cette école. Le président Biya est dans l'école du mérite, de la promotion de l'élite à travers des compétences, et ainsi de suite. Bon, écoutez, cher monsieur, je suis pas là. Non, vous allez chuter 3 fois, monsieur Nguené. Là, je suis obligé de chuter finalement. Oui, chuter, tomber même pour dire, écoutez, lorsqu'on lance le processus du positionnement des personnels au conseil régional, c'est le discours que beaucoup m'ont tenu, parfois l'opposition, qui m'ont dit, vous n'avez pas d'avenir là-bas, parce que votre père n'était rien, il n'est positionné à rien là-bas. Mais cher monsieur, je suis le cadet des conseillers régionaux d'une région comme celle qu'on appelle la région du Sud. Vous pouvez vous imaginer, mon père n'a jamais été chef de service. D'accord. Donc pour vous dire que il faut battre en brèche ce discours que vous tenez, il est pessimiste. Je vais répondre. Voilà, il est pessimiste. Oui, monsieur Boto. Bon, moi je suis contre. C'est vrai que moi j'aime quand on répond directement parce qu'après on n'est pas sûr de Je suis contre toute forme de violence. Hein. C'est-à-dire que là c'est mon ami Basson qui se fait un peu violenter. Par contre, tu comptes venir jouer les arbitres? Non, en fait... Mais il ne connaît pas le meilleur arbitre, c'est M. Biya. Mais je ne sais pas. Même moi, je n'arbitre rien ici, c'est le meilleur. Le meilleur arbitre, c'est M. Biya. Vous n'êtes bon, allez-y quand même. Basson a fait une analyse qui tient. Non, attendez, monsieur. Attendez. Vous savez, j'aime souvent quand on gagne le temps, parce que le temps, il est court. Ah, d'accord. Bon, analysez seulement, faites votre lecture. Basson va se battre tout à l'heure pour se défendre. Pour pouvoir parler donc de la jeunesse, il faudrait qu'on commence par définir ce qu'on entend par jeunesse. Parce qu'au Cameroun, on a souvent parlé de la jeunesse 7 à 77 ans. Est-ce que c'est cette jeunesse-là qu'on parle ici? Les Nations Unies définissent la jeunesse comme les 15 à 24 ans. Mais au Cameroun, généralement, on parle de 15 à 35 ans. Finalement, on parle de quelle jeunesse parle-t-on? Ça, c'est la première chose qu'il faut essayer de définir. La jeunesse politique. Jeunesse politique. Qui n'a rien à voir avec l'âge. C'est quel âge? Mais qui a quelque chose à voir avec l'accumulation d'un certain nombre de savoirs et la maturité.
65% des moins de 35 ans, les moins de 35 ans au Cameroun représentent 65% de la population camerounaise. Les plus de 65 ans ne représentent que 10% de la population camerounaise. Il faudrait que ces chiffres soient donnés dès la base pour qu'on essaye de savoir que plus de 65% du Cameroun, ce sont les moins de 35 ans. Vous voyez. Et certains exemples qu'il a pris concernant la gouvernance, notamment locale, et à un certain niveau central, ne sont pas faux. C'est-à-dire que quand vous allez aller au niveau de la gouvernance locale, les préfets, sous-préfets, délégués départementaux. Moi, je connais des délégués départementaux qui ont 26 ans au Cameroun. Vous allez voir que dans la gouvernance locale, il y a beaucoup de jeunes. Vous allez même dans les ministères. Je peux vous donner des ministères, vous allez fouiller, ministère de la communication, ministère des PME, ministère. Vous allez voir que plus de 60% des responsables, ce sont des jeunes. Vous voyez? Donc, voir le problème en termes de jeunesse, ce serait mal voir le problème. Moi, je vois le problème différemment. Alors, c'est comment est-ce qu'on a construit cette élite jeune? Sont-ils les bons jeunes? Merci. Voilà comment est-ce qu'il faut, le prisme sur lequel il faut voir le problème. C'est-à-dire qu'on a l'élite au Cameroun est construite sous le prisme de l'équilibre régional. Est-ce que l'équilibre régional produit des jeunes qui pourraient permettre au Cameroun de se développer? Non. Moi, je dis non. On a des jeunes qui gèrent le Cameroun, mais sont-ils les bons jeunes? Non. Ce sont des jeunes qui sont même plus dangereux que les vieux qui sont au pouvoir. Je suis désolé. Allez voir avec quelle avarice, quelle voracité est-ce qu'ils dévorent les lignes budgétaires au Cameroun. Voilà. Allez voir comment est-ce qu'ils gèrent les ministères. Allez voir comment est-ce qu'ils briment d'autres jeunes comme eux dans les ministères. Allez voir. Vous tombez sur un sous-préfet qui est un jeune, mais allez voir ce qu'il fait. La différence qu'il y a entre les jeunes d'avant, ceux qui géraient le Cameroun avant, les Bello, ceux qui sont vieux aujourd'hui. Ceux qui sont vieux aujourd'hui. C'est qu'ils avaient quand même une petite rectitude morale. Vous voyez, ils avaient quand même une petite éthique. Qu'ils ont perdu en vieillissant. C'est possible. Ah, d'accord. Parce que un système que, lorsqu'on a trop mis long aux affaires, on peut être tenté de céder, voilà, et puis on peut changer parce que, bon, voilà, on est trop dans ses aises, etc. Donc, je dis, ces jeunes-là, on n'entendait pas autant de scandales à l'époque. Malheureusement aujourd'hui, mais le président Biya a nommé des jeunes. Il y a le directeur général d'Asonamine, c'est un jeune, Boyegono. Le directeur général Kawata, c'est un jeune. Ils sont nombreux là, les jeunes. On peut les citer à profusion. Si on estime que les 50 ans, c'est jeune, il y a beaucoup de ministres qui ont 50 ans au Cameroun. Maintenant, le problème n'est pas de savoir est-ce que ce sont des jeunes, c'est de savoir comment est-ce qu'ils gèrent en tant que jeunes. Est-ce que ce sont les bons jeunes qui arrivent aux affaires au Cameroun? Quand on rentre dans nos universités, on voit les bûcheurs, on voit les premiers de classe à l'université. Mais plus tard, quand on vient dans les plateaux de télévision, c'est plutôt les jeunes qui se baladaient dans les amphis avec les listes de filles qui vont passer qui sont là. C'est plutôt les jeunes qui achetaient les notes qui dirigent. Voilà le problème. Vous le dites de façon péremptoire. Mais on peut vous donner des exemples. C'est pas l'expression d'une certaine frustration. Nous ne sommes pas frustrés. Nous sommes déjà frustrés. Mais c'est que c'est vrai. Parce que je veux dire, je vous vois. Non, je dois manager mon temps qui me reste. Vous n'êtes pas le meilleur arbitre. Non, je reste pour l'instant le meilleur arbitre sur ce plateau. Donc, moi, je vais sortir en disant que il faudrait qu'on réétudie l'équilibre régional qui crée l'élite jeune au Cameroun. Est-ce que le jeune du Sud qui arrive au bénéfice de l'équilibre régional à devenir une élite dans le Sud, est-ce que c'est le meilleur jeune du Sud qu'on aurait pu avoir? Est-ce qu'il est excellent? Voilà la réelle problématique. Le problème. Oui, monsieur Pierre Blérionier-Mec. Oui. Vous avez écouté les postures des uns et des autres. On aimerait bien avoir la vôtre. Pourquoi? Bon, d'après certains, on a beaucoup de jeunes dans cette gouvernance, mais on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont, et c'est vrai ce que j'ai dit à l'entame d'ailleurs de mes propos, on les retrouve beaucoup à un certain niveau de la sphère gouvernante au Cameroun, mais par contre, au-dessus, il n'y en a pas. Je crois que c'est ce que j'ai dit quand j'ai commencé à aborder ce sujet ici. Ça veut dire que vous avez confirmé ce que j'ai dit. On en a beaucoup à un certain niveau, mais on n'en a pas au sommet. Et on veut comprendre pourquoi on n'en a pas au sommet.
il m'a été arrivé de demander à mon homonyme grand-père comment est-ce qu'on pouvait distinguer un jeune d'un vieux. Il m'a dit, quand il ne t'arrivera plus d'être capable de faire en sorte que ton urine dépasse la corde que voici, tu sauras que tu es devenu vieux. Moi, je suis donc vieux. Quand je me tiens avec mon fils, il pousse son urine qui dépasse la dite corde et mon urine traîne au sol. Un homme de 50 ans n'est pas un jeune. C'est faux. D'ailleurs, allez chez les petites filles, vous comprendrez que on les appelle comment, les sugar daddy. Je ne sais pas comment les filles peuvent vous appeler sugar daddy. Vous devenez jeune. Quand vous avez 50 ans, vous êtes vieux. Et l'espérance de vie au Cameroun, c'est 45, 47 ans. 49 ans. Vous dites 49 ans, c'est bien. Ça veut dire que si c'est l'espérance de vie, comment on peut trouver la jeunesse au-dessus de l'espérance de vie? Pourquoi vous laissez embarquer quand... Aïdjo est devenu Premier ministre, il avait 34 ans. Né en 1924, devenu Premier ministre en 1958, il avait 34 ans. Devenu chef d'État à 36 ans. Il n'avait pas fait autant d'études que moi. Non. Il n'avait même pas autant d'expérience de vie que moi. Il est devenu président de la République à 36 ans. Il n'a pas si mal fait que ça. Yang Philémon est devenu ministre des Mines. Il avait 23 ans. 24. Bon, merci d'ajouter toujours. Alors, Yang Philémon a 24 ans, donc ministre des Mines. Il est encore ministre aujourd'hui, parce qu'on l'a enlevé d'un ministère toujours pour être au ministère. De toutes les façons, quand tu es dans le RDPC, si tu es secrétaire général, tu es ministre. Si on t'envoie, tu es toujours ministre. Donc, il est toujours dans l'appareil. Tout le monde est ministre. Voilà les âges qu'ils avaient. Et je dis encore, ils n'avaient pas fait de meilleures études que nous. Ils ont les viternités, c'est comme ça que les philosophes appellent ça, c'est-à-dire ils vivent éternellement. Ils ont donc la chance de nous voir vieillir et mourir d'ailleurs alors qu'eux seront encore là. Vous demandez si les jeunes sont impliqués dans la gouvernance. La gouvernance, c'est pas la basse hiérarchie. Non, qui vous a raconté? Quand Biya produit souvent le gouvernement là, c'est ça la gouvernance, c'est eux qui gouvernent. Les autres administrent. Eux, ils gouvernent. Non, il y a la gouvernance locale aussi désormais. Il n'y a pas encore ça. Depuis 1996, c'est pas encore terminé. Donc la gouvernance, c'est eux. Et l'autre, vous dites qu'il y a des jeunes dans l'administration, qui va douter? D'ailleurs, les vieux ne peuvent même plus, puisque même les ministères n'ont pas de, comment vous appelez ça? D'ascenseur. C'est pour ça qu'ils ne vont plus là-bas. Ils cherchent les places au Sénat, à l'Assemblée nationale. Parce que là-bas, il n'y a pas d'ascenseur. On est obligé. On avait fait ça à un délégué général à la Sûreté nationale. On a mis son bureau au 11e. Et ce bâtiment que vous connaissez n'avait pas d'ascenseur. Je ne sais pas s'il en a un. Le délégué, je ne vais pas citer son nom, a demandé qu'on fasse descendre son bureau. Il allait travailler en bas. C'est pour cela qu'il y a les jeunes dans l'administration. Parce que les vieux ne peuvent plus monter les escaliers. Dans la gouvernance, il n'y a pas de jeunes du tout. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont là sont au moins à l'âge très avancé. Sinon, de vieux adultes. Il n'y a pas de jeunes. Et c'est bien fait comme ça parce que les jeunes ont peur. Vous savez, dans mon village, les vieux avaient le projet souvent de tuer les jeunes qui leur disputaient des choses. J'ai renversé la tendance. Maintenant, les jeunes pensent à tuer les vieux. Donc, comme les jeunes ne pensent pas souvent à tuer les vieux, ça fait qu'ils ont peur des vieux qui menacent de les tuer. Voyez, vous preniez votre exemple dans le sud. Quand vous avez un président du conseil régional, vieux comme le vôtre, vieux. Partout, c'est des vieillards qui sont présidents des... Bon, leurs âges sont là. Hein. Lui, il est même relativement jeune. Parce qu'en général, c'est 80 ans pour être président. Donc, vous avez des vieillards qui font peur aux jeunes. Et les jeunes qui ont peur des vieillards, qui ont peur de prendre le commandement, de prendre des choses. Ce pays se meurt à petit feu. Avec une gérontocratie qui est devenue carrément libidinale. Hein, parce qu'elle produit du plaisir. Ceux qui sont dans la vieillesse, je ne sais pas s'ils font quelque chose pour tirer l'énergie des vieux, des jeunes pour demeurer au pouvoir, mais on a l'impression que la confiscation du pouvoir avec le renouvellement ou la reproduction sociale, la seule chance que nous avons avec la reproduction sociale, c'est quand même que parce que ces vieux-là, pour la plupart ont fait leurs enfants étant déjà vieux, nous avons au moins l'assurance qu'à 80% ils ne seront pas bien, leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas tenir le coup. Donc, nous allons les mettre de côté. Mais pour ceux qui ont fait des enfants relativement bien, ils vont prendre, ils sont même déjà, hein, je peux vous citer 6 ministres qui ont des enfants déjà préfaits, en voie d'être
gouverneur. Bon, vous comprenez, après cette place de gouverneur, ils deviendront les futurs ministres. Mais l'élément imprévisible qu'ils n'ont pas pris en ligne de compte, c'est que les choses peuvent changer. Le monde peut changer. Madame, si vous permettez, juste une minute pour lui dire. Je vous donne votre minute, parce que lui-même, il aura droit à une minute. Il ne peut pas après, répondre à la question de savoir au et on Cameroun, s'en va. il y a combien de ministres d'État jeunes. Les ministres eux-mêmes, pour la plupart, sont cooptés par certains ministres d'État. La cooptation est le terme central de mon exposé. Il tient de ce que, et il procède de l'explication selon laquelle aujourd'hui, même les quelques jeunes qui sont dans l'administration ne sont que les avatars, ne sont que les produits, ne sont que des éléments successoraux des personnes qui ont confisqué le pouvoir et qui se rassurent de ce que les jeunes qui viennent ont au moins le même degré de compromission. Si jamais, et mon voisin de droite l'a dit, si jamais ces jeunes montraient de la compétence, montraient de la verve, de l'énergie, de la productivité et de la compétitivité, on se serait complet en estimant que, bon, ces jeunes peuvent. Sauf que ceux qui sont là, on se rassure de ce que même les ministres de la cinquantaine sont généralement des personnes qui ne peuvent pas pousser en matière décisionnelle, qui ne peuvent rien influencer, qui ne peuvent rien organiser, parce qu'ils subissent les pressions de leurs parrains. Donc mon souci est clair. Au Cameroun, il n'y a pas de jeunes au niveau décisionnel réel. Un sous-préfet prend un acte. Si le MINAC dit arrête, il arrête. Si les jeunes veulent marcher pour une revendication sérieuse, le préfet les accompagner, le MINAC dit arrête, il va arrêter. Du coup, le Cameroun aujourd'hui est géré par une poignée de personnes, d'où mon exposé. Si c'est sur le plan apparent, des personnes relativement jeunes existent. Mais sur le plan fondamental, ces jeunes n'ont aucun pouvoir gouvernant et décisionnel. D'accord. Je crois qu'on est tous tombés d'accord sur le Non, coup on n'est et pas que- tous tombés d'accord, Rosalie. Vraiment, je ne Bon, voudrais pas battre en brèche ce qu'il a avant dit. de vous laisser prendre la parole, Oui, juste- vraiment rentrer dans les 1 minute. Parce que Oui. si vous débordez, moi je vais récupérer ma Non, ne débordez pas. Déjà, il faudrait qu'il oublie que la gouvernance au Cameroun est devenue décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a une partie du pouvoir qui est partie au niveau central, au niveau des concentrés, et qu'au niveau des concentrés, aujourd'hui, il y a des décisions locales qui sont prises par des jeunes qui crônent à la tête des mairies, Yuki Unana, et ainsi de suite. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas citer des exemples. Yuki Unana Et n'est pas maintenant, lorsque je vous ai dit, Il n'est pas jeune. lisez mon Yuki livre, Unana n'est pas vous jeune. comprendrez. Aucun Moi, maire de Yaoundé n'est Si jeune. votre livre Je traduit parle l'homme d'une que vous êtes, il n'est pas construction- intéressant à Je lire. parle d'une Malheureusement. construction artificielle du jeunesse. Respirez, monsieur Je vous dis, Sincèrement. la C'est pas jeunesse, facile, hein. Rosalie, la jeunesse dont il est question ici, c'est une jeunesse en politique, en matière politique, et c'est un construit artificiel du terme de jeunesse. Artificiel. La jeunesse elle-même, c'est de 15 à 35 ans. Ça, ce sont selon Et la votre jeunesse. construction politique, la jeunesse, c'est de quel âge la à quel jeunesse âge conventionnelle. Maintenant, lorsque nous rentrons en politique, vous avez Cameroun. au Cameroun et même ailleurs, Ailleurs. vous faites C'est les rentrer erreurs, d'autres 77. paramètres qui font en sorte que quelqu'un, même s'il a 90 ans, peut être jeune. Assia. Jeune en politique, parce que On si vous vous écoute, entrez hein, au gouvernement, monsieur. mais bien sûr, On vous écoute si à vous la entrez télé, au hein. gouvernement en politique Est-ce et que que vous vous n'avez avez pas fait fait les vos classes classes, On vous écoute. écoutez, On est jeune à si vous 90 ans, entrez mais en politique et arrêtez. que vous n'avez pas fait vos classes, il est évident que quelqu'un qui accumule 40 ans d'expérience en politique peut être plus vieux que vous, même s'il a 20 ans, et que quelqu'un qui a 90 ans, qui n'a que 2 ans d'expérience en politique, peut être jeune parce qu'il n'a pas encore proposé quelque chose de nouveau. Lisez mon ouvrage, je lui fais des nuances impressionnantes là-dedans. Lorsque j'en arrive pour Non, dire, non, je vous ai chute sur promis, sa hein. question. Non, Je chute sur son vous n'avez pas dû intervention. répondre directement à son intervention. Je vous ai dit que je n'avais qu'une seule minute. à vous donner. Blaireau, Une monsieur minute Yamel n'aime également. pas quand je m'exprime. Non, c'est pas grave. Non, J'ai dit- c'est moi qui modère ici, monsieur Blériot n'y est pas. Modéré donc de Mon façon- timing est arrivé au de terme de façon l'émission équilibrée. et j'ai... Vous m'ostracisez. Laissez, Ma minute, je vous casse. muselez. Non, moi je vous donne le mot. Je Vous vous me casse, muselez. monsieur Nguéné. Moi, ma minute, Je je vais constate que c'est une conspiration. moi, ma minute, je vais quand même l'utiliser pour mettre un petit bémol. Les jeunes sont dans les organes décisionnels de ce pays. Je prends un exemple. Un ministre, ce n'est pas lui qui est le technicien du ministère. Technicien du ministère, ce sont les directeurs. Donc ces directeurs-là sont des jeunes. Et c'est les Et ils ont directeurs le qui pouvoir, ils ont le pouvoir d'influencer, de bloquer l'administration. D'orienter. S'ils le veulent. D'orienter Vous comprenez? les décisions Donc du ils ministre. participent. Simplement, mon problème est de savoir comment est-ce qu'on Ils fait sont pour choisis. choisir ces jeunes-là. D'accord. Et je vais donc chuter en disant que le problème est plus profond que ça avec la jeunesse camerounaise. Parce que si vous psychanalysez les Camerounais,
ils préfèrent avoir des vieux à la tête de leur État que des jeunes. Regardez, lorsqu'un jeune gère une affaire, regardez comment les Camerounais se comportent vis-à-vis de lui. Le problème du peuple camerounais, c'est que le peuple camerounais est son propre problème. Je vous rassure que à chaque fois qu'on a mis un jeune à la tête d'une structure, suivez mon regard, quand je parle peut-être de jeunes, je vais peut-être parler de Samuel Eto'o, regardez toutes les flèches qu'il recevra. Mais lorsque vous allez mettre un vieux papa à ce même endroit, vous verrez que ce sera différent. Donc en fait, il y a un problème. On n'aime pas les jeunes. Les Camerounais aiment les vieillards. Ils sont habitués à ça. Non, mais moi je crois que les jeunes doivent se lever et prendre le commandement. Ils doivent arrêter d'être attentistes. Voilà. Et c'est sur ce qu'on va refermer cette émission. Ça a été un bonheur de vous accompagner encore ce matin. Merci Vincent, merci Janvier Kingé, merci à Jacques Bitibia, merci à Marcel Ngono pour le make-up et merci à Jean-Martin Kefak. Respect, monsieur Dieudonné Mva. On se retrouve à 17h dans le cadre du Grand Soir. Ne bougez surtout pas. Le journal demi-journée à monitoring, c'est à 12h et à 12h30, les Amazones prennent le contrôle sur Info Télévision. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs.